Tout le monde est prêt? Ouais. Yes. Alors, on fait juste un test micro vite fait. Yanis parle dans le micro. 1, 2, 1, 2. Ah, attends. Ouais, rapproche-toi un peu du micro, Steven. C'est bon, tu m'entends? Règle-le, ce qu'il soit bien devant ta bouche. 1, 2, 1, Là, 2, c'est 1, bon? 2. Ouais, Tu C'est m'entends? bon, tu m'entends? Vas-y, parle. Ouais, tu m'entends? Ouais. Je sais pas s'il est allumé? Ouais, enfin, c'est le bon. tien est toujours allumé parce que le Ok. truc il est cassé. Ah, ok, Donc ok. le Parfait, tien est toujours alors. allumé. Si tu m'entends, parfait, ça je le mets bien là. Bien Ok. haut. Allez, on va démarrer. 3, 2, 1. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une 11e saison du Bisport, toujours sur LBS FM. Comme toujours, on est très heureux d'être avec vous pour une nouvelle saison sportive. Et pour m'accompagner, je commence bien évidemment par l'historique. 11 saisons et c'est sa 11e également. À mes côtés, Ismaël, comment tu vas? Bah écoute, je vais bien. J'espère que toi aussi, Nas, tu vas bien. Yanis, Steven, tous ceux qui nous regardent. Yes. J'espère que vous profitez bien avec nous et puis bonne soirée à tous. Il a dit bonne soirée comme journaliste quitté. Allez, bonne soirée. Salut. Ce fut un plaisir. Restez parmi nous, c'est pas la fin. Ouais, parce qu'on avait C'est pas vraiment la fin, c'est l'impression que que le c'était la début. fin de l'émission. C'est là. que le début. Ok. Très heureux, hein, Isma, comme d'hab. Hein. Yes, Toi, yes, ça côté, faisait un bail, ça faisait un Ouais, bail. c'est vrai, c'est vrai. Prêt pour une nouvelle saison là, tu vois. Toujours. Là, on a pris le nouveau train, la nouvelle saison. Exactement. C'est parti. C'est parti. Et des habitués maintenant. Hein. Steven et Yanis, comment vous allez les gars? Ça va, tranquille. Moi, Et- c'est la 3e saison pour ma part, du coup. Bah Ouais, ouais, c'est écoute, vrai. bah ça va. On ça reste- passe on reste vite, néo. Ah Faut non, pas vous rater vous commencez à passer le passe step vite, de hein, expérimenter troisième là. saison, ça y est. Ah ouais, attention. Depuis la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Coupe du Monde 2022. Pile. Donc il y a eu des émissions quand même qui ont été faites depuis. Comme l'année dernière, on est présent sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur le Bisport. Donc on est sur Instagram et sur TikTok. Donc voilà, si vous voulez regarder les reels, des extraits d'émissions, c'est là-bas que ça se passe. Si vous voulez suivre le côté plutôt associatif de notre structure, c'est LBSFM. Donc on est partout. Facebook, Twitter, enfin X, on va dire Twitter, X, Instagram et TikTok également, sans oublier notre YouTube où là on poste tout, Reels, vidéos, et d'ailleurs l'intégralité de cette émission sera disponible sur notre chaîne YouTube et le podcast sur Spotify et Deezer. Voilà pour l'instant promo et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. Bien évidemment, il y aura aussi des matchs commentés en direct comme l'année dernière. On essaiera vraiment d'être régulier là-dessus. Il y a le référent match commenté qui est à ma droite, Yanis. D'ailleurs, je crois que ça commence dès samedi avec une affiche de Première Ligue. Donc voilà, restez connectés là-dessus. Et puis on est ensemble pour cette nouvelle saison. Au programme de cette émission, les gars, pas mal de Ligue 1. Voilà. Comme vous le savez, j'aime bien notre championnat. D'ailleurs, en off, pour rien vous cacher, j'ai un peu fait la morale à mes chroniqueurs. Par rapport à Ligue 1+, ce sera la thématique, la première thématique de la soirée. Ligue 1+, donc la nouvelle plateforme qui diffuse notre championnat. On aura un débat un peu autour de la table pour savoir ce qu'on en a pensé de cette première au niveau de la diffusion, des tarifs, de la ligne éditoriale, des consultants. Voilà, on donnera notre avis là-dessus. Ensuite, on aura Salim, Monsieur Salim sur TikTok, l'homme aux 300 000 abonnés sur TikTok, c'est important de le signaler, qui sera avec nous pour évoquer la situation rocambolesque à Marseille, avec, on l'a appris aujourd'hui, la mise sous transfert, c'est comme ça qu'on dit, la mise en vente, Ouais, sur la mise en des vente, transferts. sur la liste des La mise sur la transferts. liste des transferts, sur le marché. Voilà, exactement. De Jonathan Rowe et de Adrien Rabiot suite à leur altercation après la défaite face à Rennes. C'était vendredi soir. Sur le premier match. Sur le premier match, voilà, sur la J1, voilà, l'Olympique de Merveille qui nous régale encore une fois. Merci à eux d'exister, vraiment. On se régale. Merci pour le spectacle. Merci pour le spectacle. Et puis on parlera du Paris Saint-Germain qui a fait sa reprise, n'empêche, cette semaine, avec 2 matchs face à Tottenham et Nantes, et puis le LOSC, parce qu'Ismaël est là, et bien évidemment, quand Ismaël est là, forcément on parle de Lille, 3 partout face à Brest, mais on se projettera surtout sur les ambitions lilloises cette saison. Voilà, et puis il y aura peut-être du... Oh là, voilà, il lance déjà les petites piques là. Je crois que c'était Steven. C'était tellement négatif comme Là, c'est les premières J'étais piques sûr là. que c'était Steven. Qu'est-ce que t'as dit ?
S'il y en a des Il y a d'ici un, hein. Oh là, t'abuses. Oh, c'est Steven qui t'a dit t'abuses. commence. Oh. Oh là là, t'abuses. Ça commence. Oh, je sens les débats vont être chauds là. C'est cool pour cette première. Et il y aura peut-être du Yass Analyse, voilà, pour parler de Manchester United et de la première journée de Première Ligue. Allez les gars, on va commencer l'émission les gars avec Ligue 1 Plus, notre nouvelle plateforme pour suivre la Ligue 1. Allez, ça y est. Allez, on met en vente le produit. Non, je mets en vente rien du tout. Les présentateurs. Je mets en vente rien du tout. Clac, clac, clac. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de la couverture médiatique de Ligue 1 Plus pour cette J1 ? Est-ce que vous avez trouvé qu'ils avaient été pro ? Est-ce que le contenu était de qualité ? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ? Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement ? Je vais commencer. Non, franchement, c'est cool ce qu'ils produisent. Je me suis pas trop attardé énormément dessus, mais le peu que j'ai vu, c'était intéressant. Il y a des bonnes immersions dans le vestiaire. Ils ont un mélange un peu entre des journalistes bien professionnels, avec un côté un peu plus décalé, comme avec Adil Rami, où il y a un peu plus de blagues. Les joueurs jouent le jeu. Diawara aussi. Ouais, Diawara aussi. Qui rentre aussi dans plutôt cool d'avoir des gars comme ça. On va s'amuser avec les deux là. Voilà, c'est ça qui sont un peu. Ils ont un côté un peu second degré, tout en étant sérieux, bien sûr. On a vu Rami taquiner Diawara à un moment. Donc c'est bien, il y a ce côté professionnel, plus côté immersion, avec le côté un peu décalé, ce qui fait que ça correspond bien surtout à tout public, que ce soit pour les jeunes, avec ce côté décalé. Et voilà, je trouve ça plutôt cool. Et les joueurs jouent le jeu, donc pour l'instant, c'est des bons débuts en tout cas qu'on a vu avec Ligue 1+. Steven ? Moi j'aime bien revenir un petit peu en arrière, quelques mois avant, quand effectivement DAZN, du coup on savait que ça allait être la fin, Nicolas Tervenos annonce la chaîne. Ouais. Et en gros, il y a 3 mois pour être prêt. Je pense que quand il le dit, quand il l'annonce, déjà pas beaucoup de gens y croient. Peu de gens croient. Ouais. Au final, ils ont été prêts. Ils ont été prêts en très très peu de temps. Et honnêtement, ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet sur ce qui manquait. Donc effectivement par rapport à Prime, c'est-à-dire comment vendre le produit. Et ce que j'ai trouvé intéressant, alors déjà une chose bien, c'est les commentaires que j'ai trouvé quand même assez intéressant et par rapport à ce qui se faisait sur DAZN. À la mi-temps aussi je trouve intéressant, notamment un petit peu, on revient sur certaines phases, il y a des phases avec des palettes, donc ça je trouve ça vraiment pas mal. Pas mal d'interviews aussi d'après-match, donc ça je trouve que c'est, et des deux équipes, avec aussi des questions pertinentes. J'ai trouvé pour le coup, moi sur les matchs que j'ai regardé, il y avait quand même des questions pertinentes, c'était pas redondant, c'était pas juste, alors des interviews pour faire l'interview, on va quand même essayer de chercher des infos, de comprendre ce qui s'est passé pendant le match, voire après, donc ça je trouvais ça super intéressant. Il y avait des palettes, c'était Adil Rami qui faisait les palettes, non ? Ou je me trompe ? Non, pendant le match, moi celui que j'ai vu, non, c'est pas Adil Rami. Ah, j'ai mais, mais après il y a eu après effectivement il y a l'émission, ça par contre c'est l'émission je peux moins me prononcer parce que j'ai pas trop regardé l'émission d'après. Ouais. Voilà, mais en tout cas sur le match en lui-même, moi j'ai bien aimé en tout cas le traitement. Okay. Voilà. Après c'est vrai que ça peut être long, mais effectivement je trouve que c'était pas mal pour une première quoi. Moi je vais reprendre depuis le fil, depuis on a commencé à avoir les pubs sur nos téléphones, je sais pas si c'est pareil pour vous. Ouais. Là, en fait Ligue 1 Plus est arrivé chez moi quoi. Parce que c'est quand ils sont dans nos téléphones, ils arrivent chez moi en fait. Et j'ai trouvé un peu au début je me suis dit c'est simple, c'est sobre. Ça manquait un peu d'identité par rapport à ce qu'avait proposé DAZN. Même si DAZN, ils ont mal fait certaines choses. Mais je trouvais qu'il y avait un parti pris d'un peu, tu sais, football des talents, football street, on ramène des mecs qui sont hors foot, avec Doumbé, etc. On ramène et là, quoi, j'ai pas compris, t'as dit ? Hein ? On ramène quoi à DAZN, j'ai pas compris. On ramène des gens qui sont hors foot, qui ont rien à voir avec le foot. Parce qu'ils ont ramené des mecs comme Doumbé et tout, et ça a changé complètement le truc, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu. Il y a 3 commentateurs, bref. Et alors que là, sur Ligue 1+, c'était vraiment très lisse, très costard cravate, on est tous en costard. Voilà, un peu un retour au professionnalisme, c'est ça. C'est ça, un peu plus pro, un format un peu plus classique avec un plateau, tu sais, et des gens au stade en train de commenter, et avec les retours au plateau, enfin comme fait Canal, et comme faisait... Si vous vous rappelez, à chaque fois, chaque semaine, il y avait un nouveau rappeur qui passait avant le match de Ligue 1. Ouais, c'est possible de... du rap. D'amener certains followers. Mais là, on sent qu'ils veulent vraiment rehausser, revaloriser le produit. Et du coup, il y avait un côté un peu, je trouvais un peu lisse, un peu, tu sais, un peu. En fait, c'est la chaîne de la Ligue, quoi, tu vois. C'est vraiment très conventionnel. Alors, on montre les deux capitaines en train de signer la feuille de match. Tu vois, il y a des images un peu qui me disent ah ouais, d'accord, bon. Mais moi, j'aime bien ce genre d'image. Mais finalement,
Ouais, après, je sais pas si ça amène quelque chose, tu vois. Je sais pas si ça amène quelque chose. Mais j'ai bien aimé les inside. À chaque fois, les vestiaires, la caméra qui rentre dans le vestiaire. Ça c'est bien, ça, tu vois. Il y a des trucs qui sont bien. Et le côté, comme tu as dit, Adil Rami, Diawara, des anciens joueurs, de ramener des anciens joueurs. Sur le côté inside, il semble qu'ils n'avaient pas le choix. Alors, après, DAZN disait qu'effectivement, ils avaient voulu faire l'inside, mais que les clubs leur avaient fermé la porte. Ouais. Et là, on il y a sent certains clubs qui ont refusé l'accès au bus aussi, parce qu'ils en fait, ils vont un peu partout. Du coup, les clubs, ils ont besoin d'argent, du coup, ils sont obligés de. Il y a certains clubs pour promouvoir la Ligue 1, et le truc là, ils peuvent pas fermer la porte, parce que déjà, c'est un peu compliqué financièrement de Ligue 1. Mais alors, ils ont pas le choix de jouer le jeu. Après, il y a un truc qu'on n'a pas encore parlé, c'est évidemment, ils sont devenus attractifs grâce au prix. Faut dire les choses. Après, au bout d'un moment. Il y a aussi ça. Je veux dire, ils ont mis la Ligue 1 à 15 balles. Ce qui est le vrai prix. Il faut se rappeler de DAZN l'année dernière au même moment, quand ils annoncent 30 €, c'est une catastrophe. On sait très bien que ça va pas marcher, que ça va pas aller loin. Et voilà. Et là, quand ils ont mis l'offre à 15 €, moi, je pensais vraiment que ça allait marcher. Peu importe la ligne éditoriale, peu importe le contenu qu'ils allaient proposer. Parce qu'on sait que les temps sont durs pour tout le monde, même pour les gros suiveurs de foot. On sait que le prix, c'est l'argument numéro 1. On va pas se mentir. Peu importe le produit qui est en ligne. Après, le truc qui est bien, c'est que t'as les 15 balles, et derrière, t'as 3 magazines. T'as quand même 3 magazines. T'as un magazine le vendredi, un magazine le samedi, un magazine le dimanche. Donc t'as pas un contenu qui est vide, quoi. T'as pas que des commentaires de match avec des mecs bord terrain qui commentent. T'as un plateau, t'as un public. Je veux dire, il y a des choses. C'est pas quelque chose qui est vide. Donc tout ça, c'est un coup au bout d'un moment. Faut aussi le dire. Moi, je pense j'attends ce magazine, tu vois. Donc je suis assez content que la LFP a proposé ça. Pour moi, De Tavernos, il a fait un bon boulot. Ça part très bien. Il y a eu des petits problèmes techniques au début. Je pense qu'il y a eu l'avant-match de vendredi qu'on pouvait voir Prime, que sur YouTube. Par rapport à ceux qui sont passés sur Prime. Ouais. Ceux qui ont souscrit sur les box, en reprenant leur identifiant, ils n'arrivaient pas à le voir sur le site de la Ligue et inversement. Bon, il y a eu des petits couacs, mais il n'y a pas eu de gros couacs techniques comme avec DAZN l'année dernière au même moment. Et ça aussi, c'est une grosse promo. Et il faut rappeler aussi, là, il y a eu, ils ont annoncé le chiffre de 600 000. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore en vacances. Donc là, on est à 600 000. Il y a des gens qui ne sont pas encore rentrés chez eux, qui n'ont pas encore la tête au foot. Et pourtant, les abonnements ont commencé c'est déjà supérieur à ce que DAZN a eu sur l'entièreté de la saison dernière. Hein, donc, mais ça, justement, aussi, je pense que c'est dû au côté commercial, avec la volonté de LFP Media de créer une offre avec plusieurs partenaires. Le seul qu'on peut déplorer, c'est Canal. Donc pour le moment, il n'y a pas d'entente avec Canal. Ils ont énormément de distributeurs. Sur toutes les box. DAZN, effectivement, donc c'était déjà dans les clous, et DAZN a aujourd'hui la meilleure offre. Je pense que le 31 août, parce que l'offre à 9,99 se termine le 31 août, donc certains vont attendre le 31 août pour souscrire, forcément. Ils vont attendre la prochaine journée de Ligue 1. On va avoir les fameux 3 mois, voilà, que ce soit ça. Non, le 31 août, hein. Si tu es stratège, t'attends le 31 août pour souscrire. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, en tout cas. Ils ont réussi quand même à avoir pas mal de choses, sauf Canal. Maintenant, voilà, pour l'instant, avec Canal, il n'y a pas d'entente. Je pense que si là, on est à 600 000, les abonnés si de nouveaux abonnés arrivent, ils vont commencer à être en position de force, Ligue 1+. Par rapport à quoi ? Par rapport à Canal. Est-ce que Canal économiquement a vraiment besoin de la Ligue 1 ? Canal, avec tout ce qu'ils ont, avec leur Canal, ce qu'ils avaient proposé, c'est que Ligue 1+, catalogue. Ils soient dans leur offre sport. C'est-à-dire, pas 1 € de plus, tu prends l'offre sport chez Canal et tu as la Ligue 1+ avec, sans 1 € de plus. Mais Ligue 1+, ils ont dit déjà, ça veut dire que Ligue 1+, c'est quasiment gratuit pour les abonnés Canal. Ça veut dire que les abonnés Canal, ils vont tous prendre cette offre-là, et nous, on va peut-être perdre des abonnés pour l'offre unique que nous, on propose. Et puis, il y a aussi une affaire judiciaire entre Ligue 1+ et Canal, une affaire de sous. Faut savoir que Canal n'a pas digéré ce qui s'est passé en 2020 avec Mediapro. C'est ça. Parce qu'ils se sont sentis lésés. C'est vrai que Canal, c'est le partenaire historique. Ils ont mis beaucoup d'argent. Ils ont même surpayé la Ligue 1 à un moment. C'est vrai. Il faut le dire. Et que l'affront de Mediapro n'est toujours pas passé. Donc Canal, ils veulent aller au bout de leur appel. J'ai plus le chiffre en tête de combien ils réclament Canal par rapport à la Ligue. Je sais pas si vous l'avez. J'ai plus le chiffre en tête. Mais ils veulent aller au bout de cet appel. Et la Ligue 1+ a dit, on collabore ensemble. Si vous arrêtez, si vous abandonnez les poursuites, on collabore ensemble. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, il y a un calcul à faire. Et je pense que dans ce calcul à faire,
si Ligue 1 Plus arrive au fameux million ou d'abonnés, etc., ils seront en position de force par rapport à ça. Est-ce que Canal, après, voudra le faire? Ça, je peux pas anticiper là-dessus. Mais ils vont être en position de force, quoi. Donc, au bout d'un moment, ils vont retourner aux négociations, ils vont retourner aux discussions, quoi. Ouais, mais Ligue 1 Plus, ça fait vraiment un effort pour être vraiment sur tous les distributeurs existants. Je veux dire, ils ont parlé de Starlink, la possibilité d'avoir la télé via les satellites de Elon Musk. Je savais même pas que ça existait. Ligue 1 Plus est aussi sur cette plateforme-là. De toute façon, donc je veux dire, c'est quand même incroyable. En très peu de temps, comme tu as dit au début, ils ont négocié avec tous les distributeurs qui existaient, quoi. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ils ont été cherchés partout. Parce que c'était au début, c'était la question qu'on se posait quand Ligue 1 Plus, il y avait cette idée des LFP Média, c'est de savoir est-ce que Ligue 1 Plus donc allait faire sa chaîne, mais c'était la distribution. Est-ce qu'ils allaient le faire eux-mêmes ou passer par effectivement il y a aussi les Smart TV connectés, toutes les marques de Smart TV. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de compliqué. Hein, non. Après, pour l'instant, on n'a pas encore atteint l'objectif pour qui est 1 million. On est proche parce que pour l'instant il peut y avoir un gros boom, après on verra. Hein, de toute façon, pendant l'année, normalement ça va stagner. Ceux qui sont là ils vont pas partir, ça c'est sûr. Ceux qui sont là, ceux qui sont là ils vont pas partir. Et je pense que ça va continuer, espérons-le, à augmenter jusqu'à fin septembre. Puis après ça va stagner. C'est un peu comme partout, quoi. Quand tu t'abonnes quelque part, tu vas pas t'abonner en cours d'année, au mois de décembre, au mois de janvier ou quoi qu'est-ce. Les chiffres restent à peu près stables après. C'est pour ça que moi après faudrait voir si l'abonnement, généralement je sais pas, quelqu'un qui s'abonne au mois de novembre, si c'est de novembre à novembre, ce qui serait plus logique. C'est ça. Pour moi, ce qui est plus logique. Et c'est surtout moi sur la Ligue 1, le traitement, c'est voir aussi ces fameux magazines. Est-ce qu'à un moment donné, on va aussi parler, pas toujours des mêmes clubs. Voilà, je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi parler de tous les clubs. Est-ce qu'on aura des formats sur tous les clubs, donc les 18 clubs? Est-ce que on va pouvoir peut-être découvrir certains joueurs, pouvoir découvrir alors peut-être certaines préparations physiques. Enfin, c'est ça, je trouve que là, ça peut ramener une vraie plus-value, quoi. C'est pour ça que j'attends un peu voir. Donc ça fait partie des axes d'amélioration ou peut-être des choses que tu as envie de découvrir avec cette plateforme-là. Ça, je me dis ok, il y a peut-être un truc en plus, et là je me dis ça peut être effectivement intéressant. Quand ils ont lancé la chaîne vendredi, elle était pas vide, la chaîne. Enfin, sur l'application, ils avaient mis des anciens matchs de Ligue 1 déjà qui étaient disponibles, des anciens gros matchs de Ligue 1, etc. Je pense qu'ils vont continuer sur cette lancée-là, et puis on va voir. Après, ils n'ont pas donné des précisions sur le chiffre de 600 000. Ça veut dire, dans les 600 000, est-ce que combien de parts de ceux qui ont pris l'offre avec engagement et sans engagement, quelle est la part de ceux parce que Ligue 1 Plus, c'est dans DAZN aussi. Oui, ça veut dire que ceux qui ont pris DAZN en fin d'année dernière avec engagement, est-ce qu'ils font partie des 600 000 parce qu'il y a un Ligue 1 Plus dedans, tu vois? C'est l'engagement d'un an. C'est ça. Donc ils ont pas donné cette précision-là, auquel cas il aurait fallu enlever un peu de milliers d'abonnés, parce que ça compte pas vraiment, ça fait pas partie des nouveaux abonnés. Mais hormis toutes ces précisions-là, sinon, pour le moment, c'est une bonne affaire. Yanis, t'as un peu... Je sais pas si le mot fustigé est un peu fort, mais quand on parlait en off, tu disais oui, voilà, ils quémandaient un petit peu pour que les gens s'abonnent. Oui, abonnez-vous pour sauver le foot français, tout ça. T'avais un peu de mal avec ça. J'aimerais avoir ton avis si c'est vraiment le fond de ta pensée. Et Isma, Steven, qu'est-ce que vous avez pensé de la communication du coup de LFP Média et de Ligue 1 Plus par rapport à cette campagne d'abonnement? Et même on a vu lors de l'ouverture de la chaîne, lorsque Thibault Leroll a ouvert le bal, ses premiers mots c'est on va pas se mentir, on est là pour sauver le foot français. Enfin vraiment il y a eu une communication directe et très claire par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est de l'honnêteté? Est-ce que c'est bien de le dire? Est-ce que ça fait un peu ça fait un peu football associatif, quoi. C'est quoi votre ressenti là-dessus par rapport à la com? Le Tipeee est en bas. Moi je trouve que c'est pas une bonne communication, de la communication mendiante là comme ça. Je suis pas fan. Même je sais plus, il y a un joueur de foot, j'ai vu, il a dit Thomasson. Thomasson. Il a dit qu'il a forcé ses gars à s'abonner, etc. Inciter les gens à s'abonner. Et puis après, à titre personnel, j'ai du mal un peu avec les mecs qui gagnent 100 000 euros par mois. Après ça, c'est un peu hors foot, et qui disent à des gens lambda d'aller s'abonner pour 10 euros pour soi-disant les soutenir. Alors, parce qu'en vérité, ça les paye eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je suis d'accord sur ça. Mais moi, j'étais surtout étonné que les joueurs de foot, tous n'étaient pas déjà abonnés en fait. Non, c'est pas Moi, je trouvais ça un peu bête de leur part, que même l'offre
DAZN, même si elle est pourrave, enfin de tous s'abonner, c'est pour eux aussi, tu vois. Ils vont mettre 15 balles pour l'économie et de leur sport. TV, pourtant, ils gagnent. Mais j'ai trouvé ça gênant un peu. Après, bon, c'est un peu hors foot, le mec il dit aux gens d'aller s'abonner, enfin, inciter un peu. Ça t'a gêné ça m'a gêné un peu, comme si, voilà, le mec, faut payer mon salaire. En gros, c'est pas toi de dire ça, quoi. Tu vois, c'est pas son rôle. Il en a parlé, parce qu'on lui a posé la question. Et même, il y avait Jack. Mais c'est pareil. Pourquoi on lui a posé la question? C'est exactement. Voilà. Moi, j'en reviens là-dessus. C'est pareil. La pitié, un peu, le banditisme. Pareil, le directeur sportif de Monaco qui vient, faut sauver le foot, faut en gros inciter les gens, les smicards à aller les soutenir, eux, tu vois. J'aime pas cette communication. Moi, j'aurais préféré, tu proposes une belle offre de service, vous aurez ça, des reportages, plus une communication. Regardez la qualité qu'on va vous proposer pour le prix. C'est dans votre intérêt de vous abonner que de venir dire, venez nous aider, en gros, le football français, faut le sauver. Frérot, moi, je gagne pas ce que je gagne, mon frère, j'en ai rien à foutre d'aller sauver le football français. Et puis, moi, je regarde pour mon divertissement, tu comprends? Je trouve aussi que médiatiquement... Ça s'entend. Médiatiquement, on avait beaucoup quand même de commentaires positifs quand même sur Ligue 1+. On a eu très peu de critiques négatives sur ce qui s'est passé. Mais ils ont bien fait leur taf. Mais je veux dire, on est en France. On sait où on est. On aime bien critiquer négativement, même quand il y a des choses qui sont bien faites. Et là, on l'avait un peu moins. Mais là, tu ouvres une brèche, là, justement. Il y a toujours des gens qui se plaignent dans ce pays. Ne le faites pas à nous. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, mais ça t'ouvre une question et un questionnement que je vous pose aussi à vous, les gars. Vous attendez quoi d'une chaîne, d'un diffuseur officiel? Qu'est-ce que vous attendez éditorialement? Est-ce que vous attendez à ce que ce soit quelque chose, on va dire, qui peut être virulent ou vraiment très grande gueule, ou quelque chose plutôt promotionnel qui met en avant, t'as parlé peut-être ouvrir sur d'autres clubs, découvrir des joueurs, découvrir des staffs, tout ça. Voilà, vous attendez quoi d'un diffuseur officiel? Plutôt le côté promotionnel ou le côté plutôt éditorialiste, pur et dur, en mode critique très très dur, très très sévère? Parce que voilà, j'ai entendu un peu les gens, et les gens n'ont pas forcément la même perception. Il y a des gens qui, quand ils regardent la télé ou ils regardent le diffuseur officiel, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec des gens qui se gueulent dessus et qui ne sont pas d'accord sur la tactique de De Zerbi, quoi. Et tu as des gens qui, au contraire, ont besoin un peu de castagne. Donc, vous, c'est quoi votre regard là-dessus et comment un diffuseur officiel, selon vous, doit gérer sa communication et sa ligne éditoriale? C'est un peu dans la lignée, on va dire, même si ils ne sont pas obligés non plus de copier ce que faisait Canal, mais c'est un peu dans la lignée de ce que faisait Canal. C'est-à-dire savoir être sobre, classe, à certains moments, au moment des matchs, etc. Tout avec certains chroniqueurs qui arrivent à avoir du second degré, à amener de la critique, à amener des avis tranchés, etc. Mais tout en ayant une base solide et classe qui permet de présenter correctement le produit, de bien vendre le produit. Mais c'est surtout, moi je pense que ce qu'on a besoin aujourd'hui, et peut-être que ce qu'amène pas encore Canal, c'est vraiment de rentrer dans l'inside, quoi. De rentrer dans c'est mon club. Voilà, je veux que cette chaîne, comme il l'avait dit sur RMC hier, le président Nicolas de Tavernos, il faut que cette chaîne, elle soit la nôtre. C'est-à-dire moi, par exemple, toi tu supportes Paris, je veux que toi, t'aies des contenus sur le PSG, que t'aies des contenus du PSG. Peut-être pas autant que sur PSG TV ou sur la page Facebook du PSG, mais je veux voir comment ça se passe. Si j'ai envie de le voir, je veux voir comment ça se passe, la préparation d'un match, comment ça se passe dans les vestiaires, dans le car, l'ambiance, comment les joueurs ils se parlent entre eux, comment le staff. Le staff, en fait, aujourd'hui, on dit le mot staff, etc. Mais en fait, on n'a aucune idée de l'interaction entre le staff et les joueurs. Moi, je veux savoir un peu comment ça se passe. L'échauffement, le truc, tous des petits trucs comme ça. Après, signer une feuille de match, ça va. Ça, je vais bien dormir ce soir si je vois pas comment il signe une feuille de match. C'est le truc, on va dire, institutionnel. Voilà, c'est la chaîne de la Ligue. Allez, on montre le truc. Mais même au niveau des arbitres, surtout au niveau des arbitres, moi j'ai envie de savoir comment ça se passe au niveau de l'arbitrage. Pourquoi pas rentrer dans le vestiaire des arbitres? Comment ça, à la mi-temps? Pourquoi pas sur certains matchs, sur des matchs calmes, un Auxerre 3, ramener les arbitres vers nous? Parce que les arbitres, ils ont aucune proximité avec nous. On les entend à peine parler. C'est très nouveau qu'on les entend parler, la sonorisation des arbitres. Donc ça aussi, c'est pareil. Et ça, les arbitres, c'est des salariés de la Ligue. Donc la Ligue, elle a le pouvoir là-dessus. C'est la même chose. Donc moi, je veux que le foot français se rapproche de nous. Et franchement, s'ils arrivent à amener ça,
c'est dans le top 5 européen, peut-être qu'on sera les seuls à innover à ce niveau-là, et ça va nous faire remarquer par rapport aux autres, et ça peut marcher aussi au niveau international, hein. Avoir cette touche-là qui permet d'innover avec cette chaîne-là. Les gars, vous en pensez quoi sur ma position, c'est je pense que Ligue 1+, elle doit être dans une posture de promotion, que ce soit à travers le reportage, à travers les insides. Moi, je suis un fan des insides, même les échanges entre les joueurs avant du match. Toutes ces choses-là, on est demandeur de toutes ces choses-là. Et Ligue 1+, moi, je veux pas qu'elle soit dans une posture de grande gueule, d'émission un peu critique. Je trouve qu'ils ont très bien géré. Ils ramènent les joueurs phares à la fin du match sur les interviews. Je veux pas être dans une émission, il y a des émissions pour ça. Ouais. Eux, ils doivent être vraiment dans la promotion de la Ligue 1, nous donner envie de regarder la Ligue 1 à travers les reportages, qu'on s'attache aux personnalités des joueurs, qu'on se dise aujourd'hui il y a lui, j'ai envie de voir ce qu'il va faire, etc. Je veux qu'ils soient dans cette posture-là. Je pense que c'est comme ça que ça peut bien se développer. Comme ils avaient fait Canal avec leur boulot où elles passaient une semaine ou quelques jours à chaque fois dans les clubs. Moi, ça me faisait kiffer de voir. C'est des trucs basiques, mais ils prennent le petit déjeuner ensemble, ils se chambrent, ils machin. Tu vois la vie du groupe, tu vois. C'est ça que t'as envie de voir. T'as envie de voir que les joueurs de foot, même s'ils gagnent des millions, ils ont un petit côté, ils sont un peu comme toi, tu vois. Ils sont un peu humains, quoi. RMC, il le faisait bien à l'époque, il y a longtemps. Il prenait un joueur francophone d'un club anglais et t'as un journaliste qui le suivait en voiture, il y a longtemps, il y a longtemps, et à la fin le joueur il l'invitait voir le match. C'est le genre de choses que moi personnellement je suis friand, parce que tu découvres un peu le joueur, tu découvres aussi le quotidien du joueur et des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est comme ça qu'on je pense qu'on s'attache un peu à... C'est pas que le côté sportif, je pense que le fan regarde. Parce qu'en vrai, en vérité... Le côté sportif, le côté critique éditorial... En fait, le côté éditorial, on l'a déjà. Le côté inside va te permettre de vraiment suivre le côté sportif. Exactement. Et le côté éditorial et tout, on l'a déjà en vrai. Et si tu veux regarder des émissions critiques, etc., t'en auras avec RMC Sport. Et même maintenant avec les réseaux, avec YouTube, t'as plein de streams, t'en as plein de trucs comme ça. Après, moi je pense qu'il peut être aussi intéressant, tout à l'heure je l'ai dit, c'est que des fois il faut aussi faire découvrir des joueurs. Il peut y avoir aussi des choses, je sais pas, par exemple, alors ça faisait il y a très très longtemps, mais la Ligue 1+ peut très bien faire à un moment donné le classement des meilleurs buts sur l'année, faire participer les votants, les spectateurs, il peut y avoir aussi les meilleurs arrêts des gardiens, faire participer aussi, ça je trouve ça intéressant, mais aussi le focus sur les gardiens. Il y a très très longtemps ça se faisait plus, et ça je trouve que c'est bien, on parle rarement de ce poste, et je trouve que ça peut être aussi une opportunité d'en parler. Être plus interactif via les réseaux, avec les téléspectateurs et tout. Meilleur but de la journée, meilleur but sur l'année, moi je trouve que ça peut être pas mal. Et puis voilà, je trouve que c'est ce qu'il faut faire. Mais effectivement, je trouve qu'il faut pas que ça devienne comme effectivement une émission où en semaine, pour combler, on aurait des choses en boucle sur pourquoi un tel a fait ci, pourquoi un tel a fait ça. Faut pas. Non, là je trouve que, au contraire, et là je trouve que même ils auraient plus cette proximité qu'ils ont pour l'instant qu'on nous vend. Effectivement, c'est cette sorte de, comment on appelle ça, on pourrait dire ce front uni avec le club. Tu vois, je trouve que là au contraire, on sentirait que ça serait même, je pense qu'entre eux ça serait compliqué que la Ligue se mette à faire des émissions trop critiques sur les clubs alors qu'ils sont tous les deux dans le même bateau. C'est vrai que c'est pas très cohérent par rapport à tout ce qui se met en place. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a certains clubs vont accepter l'inside, il y en a d'autres qui vont mettre des limites, et il y en a d'autres qui vont refuser. Ça veut dire que tu auras un différentiel de contenu entre les supporters du FC Nantes. Je pense qu'ils n'ont pas le choix d'accepter l'inside. Mais par exemple le PSG avait refusé, je crois, qu'on rentre dans leur bus, par exemple, tu vois. Après, alors que d'autres clubs l'ont accepté. C'est-à-dire que le supporter parisien va se sentir lésé par rapport au supporter pas forcément. Alors voilà, tu vois, ils n'auront pas accès aux mêmes choses. Par rapport à l'inside, par contre, effectivement, la limite que ça a, là, si je veux pas, par contre, côté club, il y a forcément des choses aussi que tu ne veux pas forcément dévoiler. Il faut que ça reste, il y a des choses, il faut que ça reste dans le vestiaire. Donc ça, il faut trouver quand même toujours le juste équilibre entre ce qui peut être diffusé, ce qui peut être une bonne image pour le club, et à un moment donné, ce qui reste vraiment dans le côté tactique, dans le côté un petit peu, on veut que ça reste dans le vestiaire. Tu vois, je pense que là, il faut trouver le bon équilibre. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Et après, dernier mot, après, on va passer à Marseille. Rapidement, ce que disait Yannick, effectivement, sur le côté un petit peu, entre guillemets, je mets des guillemets mendiant de la chaîne. J'ai trouvé ça vraiment un peu lourd, par contre, effectivement, qu'à chaque intervention, souvent, il demandait aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de la Ligue 1, Ligue 1+, la chaîne et tout. Mec, ça vient de commencer, ils sortent de leur match, ils ont même pas regardé la chaîne, en fait. Et en fait, on leur demandait à chaque fois qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que c'est pas mal.
Je sais qu'ils en ont parlé à Luis Enrique, il a rien répondu. Sa tête c'était en gros, pourquoi tu me poses cette question? Mais en fait, voilà, ça par contre, j'ai trouvé qu'ils en faisaient un petit peu trop. Ouais. Voilà. Et dernière chose, je trouve que ce qui est vraiment dommage, c'est que finalement, il n'y a pas tous les matchs. Que beIN Sport encore un match. Je trouve que c'est dommage. C'est contractuel, mais voilà. Ouais, très bien. Je pense qu'on a bien évoqué Ligue 1+. On aura l'occasion d'en reparler, peut-être faire un bilan 6 mois après, hein. Peut-être avec des potentielles nouveautés, les choses à améliorer de nouveau, peut-être des déceptions, je l'espère pas, mais voilà. En tout cas, c'était important pour nous, pour cette ouverture du championnat de Ligue 1, sachant que c'est une diffusion assez unique. Là, c'est la première fois qu'on est dans ce cas de figure, de l'évoquer, et on l'a très très bien fait. On va appeler notre ami Salim. Voilà, vous entendez le téléphone sonner. Salim, supporter de l'OM, et du coup ce sera l'occasion pour lui d'évoquer avec nous. Salut Salim. Ouais, salut les gars. Comment tu vas? Ça va et toi, vous allez bien? Ouais, ça va. Bon, j'étais en train d'introduire un petit peu ce qui se passe dans ton club là. Voilà, avec du coup le communiqué du club et voilà, Ro et Rabiot qui sont officiellement sur la liste des transferts. C'est une décision du club suite à l'altercation qui s'est passée après la défaite face à Rennes. Salim, je te laisse un peu en parler et peut-être nous donner des infos si tu en as par rapport à cette décision. Bien sûr. Alors, déjà, bonsoir à tous. Pour contextualiser déjà, pour commencer, on va rappeler les faits parce que c'est le plus important quand même pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc du coup, l'Olympique de Marseille s'est incliné sur la pelouse du Stade Rennais 1-0, sachant que c'est un non-match de l'Olympique de Marseille qui a joué à 11 contre 10 pendant 2 tiers de la rencontre. Voilà, donc une prestation très très compliquée des Olympiens. Du coup, on a appris rapidement dans la soirée que ça avait chauffé dans les vestiaires. D'abord, il y a eu le propos de De Zerbi qui avait dit on montre des couilles dans les vestiaires, mais on montre rien sur le terrain. Ça, c'est une attitude de sans couilles. C'est la première chose qui est sortie. Après, on a compris qu'il y avait eu une altercation. D'ailleurs, l'équipe s'est empressée de faire une de journal dessus entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Au départ, on s'est dit, bon, ça peut arriver, dans tous les vestiaires, il y a des bagarres, de temps en temps, il y a des histoires, il y a des embrouilles. Bon, voilà, c'est pas plus méchant que ça. Et après, on apprend petit à petit que, au début, on nous dit que c'est Rowe qui va être vendu parce que Rowe était déjà plus ou moins pressenti comme un joueur qui pouvait rentrer des liquidités à l'OM. Donc, oui, peut-être que Rowe, après ça, il va vraiment être vendu. On apprend ensuite, au final, que le club a décidé de hausser le ton avec Rabiot et Jonathan Rowe et que finalement, ils n'en veulent plus. Ils veulent s'en écarter. Et on finit par se communiquer, donc de l'Olympique de Marseille, là, qui est sorti il y a 1h30, 2 heures à peu près, qui dit que le club officiellement va mettre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot sur la liste des transferts. Et là, les dernières infos qu'on a, c'est que ça annonce même des prix. Donc 20 millions d'euros pour Rowe et 15 millions d'euros pour Adrien Rabiot. Donc ça allait très très vite, toutes ces informations, c'est monté crescendo. Si on veut savoir des détails, apparemment Rowe a eu une embrouille avec Rouli. Rabiot est venu dans l'embrouille, il a attrapé Rowe par le callback. Ensuite, Bakola, un jeune du club, s'est évanoui. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça ou si ça n'a rien à voir. Il y a eu un malaise. Ça a interrompu un petit peu l'altercation. Mais dès que le malaise a été réglé, l'altercation a repris et c'est Rowe qui s'est jeté sur Rabiot. Il y a eu bagarre. Les deux voulaient pas être séparés jusqu'à ce que Benassia intervienne. Et ce détail-là, il est important à mon avis parce que est-ce que Benassia, dans l'intervention, il s'est pas mangé un coup aussi? Je sais pas. Et parce que pour que la décision aille aussi loin à cause d'une bagarre, il a dû se passer quelque chose dont on n'est peut-être pas au courant. Voilà. Donc là, en termes de faits déjà, c'est tout ce qu'on sait à peu près sur l'histoire à l'OM en ce moment. En fait. Incroyable. Ce qui est dingue et ce qui est fou, c'est que avant cette première journée, voilà, j'avais l'impression de l'extérieur que voilà, au niveau de l'Olympique de Marseille, on avait vraiment l'envie de stabiliser le club, de faire une grande saison avec la Ligue des Champions. Alors oui, certes, certains diront que le mercato était un peu discret, mais que voilà, il y a eu la continuité avec De Zerbi, des bons matchs de préparation, notamment une victoire face à Aston Villa. Enfin, vraiment, on était sur
un élan positif et en un match, on a l'impression que tout vole en éclats. Salim, toi, en tant que grand supporter marseillais et suiveur du club, comment t'expliques cette situation ? Parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, je le dis de l'extérieur, c'était imprévisible. Mais en fait, c'est Marseille, tout simplement. C'est Marseille. On a eu l'impression cette saison, on s'est dit que, comme tu l'as très bien dit, même moi, je pense que t'as été mesuré sur tes propos. Hein. Il y avait une enflammade. Avant la première journée. Ouais. Et moi, y compris, je me mets dedans. Il y avait une enflammade. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, enfin, on garde un entraîneur qui plus est quand même un bon entraîneur. Parce que il faut savoir que depuis des 3-4 derniers entraîneurs de Marseille, ils n'ont pas fait plus d'1 an. Que ce soit Sampaoli, que ce soit Tudor, je parle même pas de Marcelinho, etc. Donc, ils n'ont pas fait plus d'1 an. Donc là, tu t'es dit, bon, t'as un bon entraîneur, il a terminé 2e, t'arrives à le conserver, c'est déjà un premier exploit quasiment à Marseille. Ensuite, tu fais un mercato qui est plus que cohérent. Quand même, tu fais venir un Aubameyang, tu mises sur des joueurs comme Paixão qui vont pouvoir peut-être t'apporter un plus. Derrière, tu recrutes un Medina, voilà, c'est assez intéressant. Angel Gomez au milieu de terrain. Donc, sur toutes les lignes, tu te renforces quand même. Donc, intéressant. Tu perds pas tes cadres aussi, parce que tu gardes l'entraîneur, mais tu gardes aussi les joueurs majeurs qui restent au club. Tu te dis, bon, putain, cette saison, on va... Et en plus, la préparation, au début, ça a commencé timidement, mais petit à petit, les matchs, l'intensité, elle arrive. Tu bats Aston Villa au Vélodrome, etc. C'est bon, on est lancé. Et là, premier match, mais c'est la clim, c'est la douche froide. Déjà, le match en lui-même, le contenu, pour commencer, c'est pas bon du tout. Ouais. Le résultat, parce que des fois, tu peux faire un match avec un mauvais contenu, mais le résultat, il suit derrière. Le résultat n'y est pas du tout. Et après, encore plus, la polémique qui vient derrière. C'est le coup de grâce. Parce que tu t'es dit, bon, c'est pas grave. Ça arrive des fois, tu rates ton premier match. Voilà, une défaite, voilà, ça peut arriver, on se remet. Non. Là, derrière, tu annonces que le joueur qui a été élu olympien de la saison dernière, c'est ça. À savoir Adrien Rabiot, le joueur dont on a dit au début de l'été, est-ce qu'on va réussir à le prolonger ? Tu t'es battu pour le prolonger, tu as réussi à le prolonger. Ça faisait limite partie d'une recrue phare. Ce joueur-là est placé le 19 août sur la liste des transferts. Mais c'est du jamais vu. Ouais. C'est du jamais vu. Et c'est à l'Olympique de Marseille, encore une fois. Donc, on retombe dans cette instabilité, on retombe dans ce bordel, on a l'impression que une petite étincelle à Marseille peut tout faire péter à chaque fois, en fait. C'est ça qui est dingue. Et ouais, c'est Marseille, hein. Malheureusement, on en est là encore. Hélas. On est encore dedans. Hélas. Steven. Ouais, bonsoir Salim. C'est vrai, effectivement, comme tu l'as dit, hein, le contenu, c'est-à-dire effectivement le match, le but à la fin, sur une fameuse contre-attaque. C'est ça. Tu m'entends, c'est bon ? Oui, sur une fameuse contre-attaque. En plus de ça, donc il y avait les critiques sur Balerdi. Donc voilà, il a pris quand même un peu cher, hein, même j'ai vu de Mamadou Niang ou autre. Moi, la question que j'avais, effectivement, mais tu as quand même répondu, c'est de savoir comment on passe effectivement d'une bagarre, d'une altercation à être sur la liste des transferts. Donc effectivement, il s'est peut-être passé quelque chose. Mais ma question que j'ai, si on se projette, imaginons que ces deux joueurs ne partent pas aujourd'hui. C'est une très bonne question. S'ils ne partent pas, c'est-à-dire parce que là, il reste 2 semaines, qu'est-ce qui se passe ? Et que doit faire selon toi De Zerbi et la direction ? Parce qu'en fait, déjà, pour moi, le club fait une énorme erreur de communication. Pour toutes les raisons. Parce que, premièrement, si tu veux vendre, parce que là, aujourd'hui, ils veulent vendre, jamais de la vie, tu dis à tout le monde, mes joueurs sont sur la liste des transferts et ils valent tant. Ouais. Mais jamais de la vie, parce que ça en gros, c'est dire quoi ? Les acheteurs, ils vont dire, bah ok, ils en veulent plus. Mais nous, on va faire, c'est nous qui allons décider du prix. Ils en veulent plus. Tu crois que je vais te donner le prix que tu veux ? T'en veux plus de ton joueur, tu veux t'en débarrasser. On va attendre gentiment le 31. Et après, soit tu vas accepter notre prix, soit tu vas être en galère avec les joueurs que tu veux plus. Voilà. Donc en fait, ça, c'est une très mauvaise stratégie. Enfin, à la limite, tu les sanctionnais. Toi, si tu voulais plus d'eux, ben, tu faisais miroiter que plus ou moins, voilà, tu laissais un petit flou. Comme ça, s'il y avait une belle proposition, ben, à la limite, tu peux négocier un prix plus haut. Et tu peux les vendre, tu peux le faire intelligemment. Mais l'OM, le défaut de l'OM, de cette direction de l'OM, c'est vouloir constamment sortir les cojones et vouloir faire des concours de beats en mode, voilà, nous on est là, on sort les cocos, tu t'es mal comporté, c'est comme ça, c'est comme avec le Kambemba. Des fois, il faut faire preuve d'un petit peu de recul et de malice.
Mais quand tu veux taper du poing sur la table pour taper du poing sur la table, au final, ça se retourne contre toi. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont se retrouver dans un piège avec cette histoire de Jonathan Rowe et Rabiot, parce qu'il faut pas croire que il va y avoir des propositions, mais ça va pas être les propositions qui vont te retourner, ça va pas être des prix faramineux. Donc toi, tu fais ce communiqué-là. Je sais pas si c'est pas, pour moi, c'est pas une bonne communication de l'avoir fait comme ça. Voilà, tu pouvais les mettre à pied, attendre de voir. Effectivement, s'il y a des offres, tu te poses, tu réfléchis, tu te dis bon, ce qui s'est passé, peut-être que voilà, on ne pourra pas gérer ces cas-là, mieux vaut s'en débarrasser. Mais là, venir comme ça, faire des grandes annonces, dire qu'ils sont sur la liste des transferts et que c'est fini. Mais Rabiot, tu connais très bien le spécimen et sa mère, ils vont pas faire de cadeaux. Ah ouais. Ils vont pas faire de cadeaux. Et Rabiot, il va dire quoi? Ben moi, je veux ma prime à signature, je veux que vous me résiliez mon contrat. Et sa mère encore plus. On connaît le spécimen. Donc là, tu vas repartir dans des polémiques, dans des joueurs que tu veux te débarrasser, dans des trucs, dans des histoires, ça va te pourrir l'ambiance encore une fois, etc. C'est ça aussi le problème. Je pense que ça n'a pas été très bien géré et que le club manque un peu d'expérience à ce niveau-là, globalement, je trouve, sur cette direction-là, sur cet aspect-là. Ismaël? Ouais, Salim, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. C'est Ismaël. Je sais pas, je pensais que Rabiot c'était un cadre, qu'il allait rester. Parce que je disais cet après-midi, c'était tout ça. Moi, je comprends plus rien. Est-ce que la personne concernée est sur le plateau ou pas? Non, elle est pas là. Je voulais juste mettre une bonne ambiance dans l'appel, c'est tout. Non, mais qu'est-ce que j'allais dire? Non, parce qu'on a eu des informations qu'apparemment Rabiot, voilà, c'était lui que le club était misé entièrement sur Rabiot et qu'il ne partirait pas, etc. Bon, des informations du Bisport, de certaines personnalités du Bisport. On citera pas le nom. On citera pas aujourd'hui, même si Nasserdine se doute un peu de la personne. Ouais, non, je sais de qui tu parles. On citera pas la personne. Bon, bref, juste pour revenir à ce qui se passe à Marseille, parce que c'est vrai que moi j'étais un peu surpris de ce qui se passe quand même, parce que on était quand même dans un contexte qui était quand même hyper favorable. On avait une bonne préparation. On avait un stade Vélodrome qui était plein à craquer pendant les matchs amicaux. Chaque joueur qui débarquait à Marignane à l'aéroport, il était accueilli par je sais pas combien de supporters. On avait franchement un contexte qui était hyper favorable. Et cette première défaite, on n'a pas trop compris pourquoi. Mais est-ce que justement tu disais là, il y a un manque d'expérience, parce que finalement on a Roberto De Zerbi, c'est un sanguin. On a Benatia, c'est un sanguin. Et oui. On a le président aussi, Longoria, c'est un sanguin. En fait, c'est tous des sanguins. Il n'y a pas de contrepoids. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas le feu et l'eau. C'est ça. Il y a 3 feux en fait. C'est ça. Donc c'est compliqué. Hein. Moi, des fois, ça, et c'est l'année dernière avec toutes les polémiques d'arbitrage et tout, c'était pareil. Il n'y a pas quelqu'un pour dire bon les gars, on calme. Non, les 3, ça brûle. Donc et en plus, t'es dans une ville qui brûle. Donc feu, je sais pas. Il y a eu trop d'incendies. C'est ça en fait. C'est ça des fois qui est un peu dangereux. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, est-ce que tu as des infos sur si Rabiot part, comment il va partir? Est-ce que lui va vouloir résilier, ou est-ce qu'il y a des clubs qui sont dessus? Et puis, est-ce que l'OM, en faisant ça, en mettant Rabiot sur les listes de transfert, est-ce que peut-être ils ont déjà planché sur des solutions de repli? Parce qu'il reste 2 semaines avant la fin. J'espère que là, ils sont pas. Il reste 2 semaines, même pas 10 jours. Parce que sinon, tu vas jouer quand même la Ligue des Champions. Rabiot, c'est quand même un cadre de l'effectif. C'est le joueur qui a été élu meilleur joueur du championnat l'année dernière, en tout cas meilleur olympien de l'année dernière. Ok, Jonathan Rowe, pas de problème. Tu voulais plus ou moins t'en séparer. Il va être remplaçant cette année. S'il y a une bonne proposition, même pour 15 millions d'euros, bon, ça peut le faire. Et je pense qu'il est en train de négocier en Italie, du côté de la Roma. Donc, il y a moyen. Et puis, Jonathan Rowe, je pense pas qu'il va trop te faire chier, lui, pour partir. Par contre, je vous l'ai dit, Adrien Rabiot, lui, fera pas de cadeau. Et Rabiot, il a aussi un orgueil. Donc, Rabiot, quand il a lu son nom sur ce communiqué, le connaissant, à mon avis, ça lui a pas fait plaisir du tout en termes de son ego. Donc il s'est dit, ouais, moi, Adrien Rabiot, on me traite comme de la merde, en gros. C'est ça, parce qu'on a vu avec le PSG, c'était pareil. Donc du coup, je pense qu'il va faire aucun cadeau à l'OM. Il va faire aucun cadeau, il va pas faciliter un transfert,
il va faire chier dans les négociations, il va faire chier. Avec sa mère, ils vont faire chier. Et tu prends un risque qu'il finisse dans le loft s'il n'a pas le même salaire, parce qu'à l'OM, il avait quand même un beau salaire. Ouais. S'il n'a pas le même salaire qu'il a à l'Olympique de Marseille, ou si les conditions ne lui conviennent pas comme il veut. Donc voilà, c'est à ça que tu t'exposes. Ouais. Yanis. Salim, j'ai une petite question. J'ai vu un article passer là. Il explique, tu viens aussi d'en parler, qu'il dit que Marseille sont prêts à laisser au loft 1 an Adrien Rabiot, sachant que c'est un gros salaire. Est-ce que tu y crois à cette hypothèse? Et sachant qu'aussi qu'Adrien Rabiot, tu parlais aussi, peut-être que ça a pris un coup à l'ego, mais il y a une Coupe du Monde qui arrive et je pense qu'il voudrait y participer. Adrien Rabiot, lui qui a raté en 2018 et qui a fait finaliste en 2022. Peut sauver l'OM, en fait. Donc, ce qui peut sauver l'OM, c'est que tu as quand même un mondial et que Rabiot, il va se dire que pour aller en Coupe du Monde, il faut au moins qu'il soit dans un club où il est susceptible de jouer. Même si Didier Deschamps a été capable à plusieurs reprises de nous appeler un Giroud qui jouait quasiment aucune minute à un moment donné dans ces clubs, mais au moins il était pas dans des histoires où il était complètement blacklisté. Donc je pense que Rabiot, par rapport à ça, il va pas forcer le truc pour rester dans le loft, mais par contre il va faire chier sur les négociations. Il va coûte que coûte vouloir que ce soit à son avantage. Et l'OM, je suis désolé, ils sont prêts à faire ci, ils sont prêts à faire ça, mais à un moment donné, il faut être un petit peu intelligent. Le mec, il a un salaire astronomique, juste pour une histoire d'institution à 2,50 francs. Tu vas pas me le mettre pendant 1 an dans le loft, ça va t'empêcher de recruter un autre joueur, tu vas jouer la Ligue des Champions. Donc, à un moment donné, il faut être aussi raisonnable. Salim, ce que je comprends faut pas exagérer et aller dans des trucs qui vont te tirer, mais c'est plus une balle, c'est un bazooka dans le pied là que tu tires. Et ce que je comprends pas, c'est que c'est-à-dire que on l'a dit tout à l'heure, ça arrive les altercations dans le football, peut-être que c'est parti un peu loin, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Rabiot, ça reste quand même le meilleur joueur de la saison passée. Ça reste quand même il a même failli être décisif face à Rennes. C'est comment ça se fait? On arrive le 20 août et une altercation. Tu penses que c'est vraiment de l'orgueil? C'est vraiment on veut installer son pouvoir? Je pense qu'il s'est passé un truc vraiment grave parce qu'apparemment ça dit qu'à l'unanimité en interne ils sont ok avec cette décision. Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose dont on ne sait pas encore. Je pense que ça ne se limite pas qu'à une simple bagarre. Parce que sinon, je ne comprendrais pas. Ou alors, le club veut faire, comme je l'ai entendu aussi, un exemple dans le sens où il faut miroiter à Rabiot. Mais après, Rabiot, il a aussi un ego. Donc est-ce que ça ne va pas lui-même finalement le bloquer? Mais de dire qu'en gros, ils vont jusqu'au bout pour au final, au 31 août, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, le réintégrer dans l'effectif. C'est possible aussi. Et Rabiot, voulant jouer la Coupe du Monde, va aussi devoir jouer. Donc, c'est possible aussi qu'ils font ça et qu'au final, à la fin, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, que le mec fait ses excuses, etc. Bref, toutes les hypothèses sont ouvertes. Salim, pour terminer, du coup, il y a quand même un match le week-end prochain face au Paris FC. Le match va être électrique. Face au Paris FC. Dans quel contexte, du coup, ce match va se jouer? Comment tu sens le public du Vélodrome par rapport à tout ce qui s'est passé? C'est quoi les échos que tu as par rapport à ça? On m'avait déjà posé cette question tout à l'heure, mais du coup, c'est intéressante. Le public marseillais, il va être là. Je pense qu'il va y avoir une banderole, mais pas une banderole non plus très... plus une banderole de motivation, bougez-vous le cul, mais pas une banderole en mode pour tirer sur les joueurs ou tirer sur le coach ou les dirigeants. Le public va mettre l'ambiance, le public va chanter, le stade va être plein, il n'y a pas de souci. Si ça se passe bien, s'il y a victoire, très bien, voilà, ça va relancer un petit peu les choses, donc pas de problème. Mais s'il y a match nul, ou alors s'il y a défaite, mais là je peux te dire que ça va être le feu. Là je peux te dire que dès la deuxième journée, ça va être le feu, ça va être la bronca, ça va insulter, ça va se lâcher, ça peut être très compliqué parce que de 1 déjà, ça ferait une deuxième défaite en 2 matchs. Et de 2, c'est contre le Paris FC, même si c'est pas le Paris SG, c'est quand même Paris, c'est un promu. C'est encore pire. Il y a beaucoup de chambrage. Maintenant le Classico c'est Paris FC parce que les Marseillais n'ont pas de niveau. Il y a beaucoup de ce côté-là, les supporters qui énervent un peu les supporters marseillais. Donc ils veulent quand même se faire respecter contre le Paris FC à la maison. Donc si en plus de ça et de tout ce qui s'est passé là maintenant avec Adrien Rabiot, etc. Si en plus il n'y a pas victoire, parce que c'est même pas juste défaite, s'il n'y a pas victoire, c'est le feu. Mais après, par contre, les supporters ne vont pas
dès le début du match, être hostile. Non. Ils vont chanter, ils vont mettre l'ambiance, ça va être, on est encore en été, il y aura du monde au stade, etc., pas de souci. Mais si par contre il y a une contre-perf après Paris FC, là c'est le feu. Ouais. Là, c'est le feu. Ouais. C'est vrai que la situation, elle est incroyable. Vraiment, c'est une petite banderole contre les dirigeants, quand même. Tu penses ? Contre Benatia. On verra. En tout cas, Salim, force à toi, hein, parce que franchement. Bah ouais. Franchement. Non, mais ce club, il m'épuise. Il faut pas être cardiaque avec eux. Hein. Sérieusement, quelle souffrance. Franchement, il est épuisant, ce club. Il est épuisant. Popcorn. D'ailleurs, tu te dis que tu vas être tranquille, t'es jamais tranquille avec ça. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas de stabilité sur le long terme. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. C'est dingue. Non, c'est dingue. Merci Salim, en tout cas. Même quand on était... on gagnait des titres avec Didier Deschamps, etc. Ouais, c'était quand même le... guerre Deschamps, à Nico Deschamps. Ça s'envoyait des pics, ça, ce truc. L'OM, c'est fou. Même sous tapis, il y avait tous les trucs de tapis, etc. Il n'y aura jamais de stabilité dans ce club. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est clair, juste pour cette stabilité, moi j'ai vu une stat, c'était que l'OM Salim, moi j'ai vu juste une stat passée qui montre aussi ce stabilité, mais le manque de stabilité c'est tout sportif, c'est que l'OM n'a pas remporté 5 matchs d'affilée depuis 2009. C'est pas arrivé. Ouais. Ça, c'est un signe de stabilité aussi. C'est vrai, cette stat, de stabilité. N'a pas remporté 5 matchs de suite depuis 2009 et même Michael Jackson est encore vivant, etc. Non, mais c'est vrai. Salim, ça c'était une balle perdue. Il a dit Michael Jackson était encore vivant. Ça c'est une balle perdue. Ah non, mais des records comme ça, attends là. Non mais c'est fou, hein. Ouais. Non mais c'est comme on l'a dit, l'OM et la stabilité, ça va pas ensemble, malheureusement pour les supporters de l'OM. Merci Salim en tout cas, d'avoir interagi avec nous. Bon, dès qu'il y a de l'actu à Marseille, on t'appelle. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner à son compte TikTok, Monsieur Salim. Et Steven, il voulait savoir si t'étais sur X. Si t'étais sur X également. Ouais, je suis sur X aussi. Tape Monsieur Salim, c'est pareil. Il faut taper Monsieur Salim. Donc sur TikTok, sur Twitter. Monsieur Salim, mr.salim. MR. Voilà, MR Salim. Voilà, ça, tu auras un nouvel abonné en plus de tes 300 000 abonnés sur TikTok. Grosse force à toi, Salim. Et puis, très vite sur le Bisport. À plus. Yes. À plus, salut, ciao. Bonne soirée, ciao. L'Olympique de Marseille. Hein. C'est chaud, ce qui se passe. Et même en dehors de l'histoire, franchement, quand on regarde la gueule du mercato, moi personnellement, je suis pas fan. Après. C'est ce que j'avais dit à Salim. T'es parti chercher des petits coups. Ouais. Mais d'où tu vas chercher Aubameyang? Aubameyang, moi je trouve. Ouais, ça c'est un petit peu. La gueule de l'attaque, t'enlèves Greenwood, il se blesse, c'est fini. Personne. Bon, Dagouri qui a montré des choses quand même intéressantes. Et normalement, t'as Pacquiao qui devrait. Normalement, Pacquiao. Mais il n'y a pas Pacquiao aussi. Il devrait être au niveau normalement. Il n'y a pas Pacquiao. C'est l'un des plus gros transferts du club. 30 millions. T'as pas mis. Et Zegrova, c'est plus. Non, Zegrova, c'est mort, non? Ça fait trop longtemps que. C'est mort. Ah, peut-être il va remplacer Ro, peut-être. Ça sent le réchauffer là. Ça fait 2-3 semaines qu'il change. Et même derrière, si tu perds Rabiot, va falloir mettre de l'argent. Non, à mon avis. Tu vas remplacer Benasser par Rabiot. Benasser, il n'est pas tellement fiable. On l'a vu de toute façon sur la seconde partie. Physiquement, il n'a pas récupéré. Je les vois pas mettre un joueur. Il est pas. Franchement, j'ai vraiment du mal à les voir mettre un joueur sur les transferts sans avoir pensé à des remplaçants. Enfin, il reste 10 jours de mercato, c'est rien du tout. Surtout que là, Rabiot, lui, ce qu'il va tout faire, il va tout faire pour résilier. En tout cas, Marseille. Parce que lui, il va pas vouloir être soumis à ces 10 jours. Il va vouloir partir où il veut, quand il veut, pour partir gratuitement. Il y aura l'hiver aussi. Pourquoi il devrait être soumis au mercato alors que. Même c'est un risque. Lui, il vient de prolonger. Le temps qu'il retrouve un autre club et tout. Moi, je suis pas sûr qu'il soit dans son intérêt non plus d'être agent libre. Comme on a vu comment il a galéré. Mais c'est carrément. À trouver un emploi. Moi, je trouve pas que c'est dans son intérêt parce qu'il va perdre du rythme, le temps de retrouver un autre projet. Ah non, mais il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse en septembre quand même. Mais là, 10 jours, c'est trop court. Est-ce que tu peux donner l'info que tu m'as montré là au téléphone? Du coup, l'avocat de Adrien Rabiot va s'exprimer à 22h sur RMC.
Tout à l'heure, donc on aura plus d'infos sur. On aura plus d'infos sur. S'il y a une éventuelle mise à pied du club pour Rabiot, parce que là, je pense qu'il va plus pouvoir s'entraîner. Il n'y aura pas de mise à pied, je pense pas. Ah si. Non. Ah bah si, il va pas jouer au prochain match. Hein. Non, oui, il va être. Non, ça il jouera pas. Il va pas jouer au prochain match. Les contrats, Non, ils vont pas résister son contrat. Ils vont le mettre à pied. Ils vont le suspendre de toute. Ah bah oui. Oui, provisoirement. Ah oui, provisoirement. Ils vont le mettre à pied. Mais en tout cas, l'effectif de Marseille, moi aujourd'hui, quand tu regardes la gueule, même la profondeur de banc, je suis désolé, mais c'est pas digne d'un effectif qui va jouer le titre ni la Champions League. Après, c'est que mon avis. On va clôturer sur Marseille, les gars. On va avancer. On va parler du rival de Marseille, qui reste quand même le Paris Saint-Germain, même si on entend des vannes sur le Paris FC et tout ça, mais ça reste quand même le Paris Saint-Germain. Après, c'est juste à côté. Malgré l'écart de moyens qui existe et l'écart de niveau sur le terrain. Paris qui a effectué sa reprise cette semaine parce que les 17 autres clubs de Ligue 1 avaient commencé leur préparation pendant que Paris était encore au Mondial des clubs et Paris donc a repris depuis quelques jours, depuis une semaine, une grosse semaine. Ça a commencé avec ce match de Supercoupe face à Tottenham, victoire au tir au but après un score de 2 buts partout. Paris était mené 2-0 jusqu'à la 85e. Ils ont repris le 5 août exactement. Ouais, exact. Voilà, donc deux semaines quoi. Ils ont repris depuis 2 semaines et cette victoire donc dimanche face à Nantes avec une équipe très remaniée en tout cas sur le 11 de départ. Voilà, vous en avez pensé quoi de cette semaine parisienne avec 2 victoires au final? Voilà, Paris en mode préparation, est-ce que c'est normal ce qu'on a vu sur le terrain? Est-ce qu'il y avait quand même des choses à mieux faire? Et puis ensuite, on rentrera dans la gestion du mercato, des recrues, voilà. Mais là, on va rester vraiment purement dans le sportif. Qu'est-ce que vous en avez pensé des 2 matchs du PSG? Au niveau sportif, déjà, le match face à Tottenham, on a eu des carences qu'on avait déjà vues auparavant avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, c'est les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, quand même, ça reste un sujet assez compliqué pour les Parisiens depuis l'arrivée de Luis Enrique. Il y a beaucoup de travail. Après, on n'a pas énormément de joueurs aériens, même sur les seconds ballons. Les joueurs parisiens, c'est un peu compliqué. On n'a pas des joueurs de tête, notamment au milieu de terrain. On a beaucoup de joueurs à petit gabarit. Mais en tout cas, c'est ça qui les a mis dans le dur. Face à Tottenham, je pense notamment. Mais voilà, il y a une superbe réaction, il n'y a rien à dire, ça monte l'état d'esprit, alors qu'ils n'ont même pas eu vraiment de préparation. Ils ont même, pour moi, je suis désolé, ils n'ont même pas vraiment eu de pause réelle, je trouve. 1 semaine et demie, 2 semaines de vacances comme ça. Bon, après, ça me paraît léger, donc pour moi, ils ont fait en continu. Et ça aurait pas été honteux qu'ils perdent face à Tottenham, vu Tottenham, ils ont une vraie préparation, ils ont pu bien préparer tout ça. Et le match face à Nantes, il y a eu une rotation. C'est pas le match non plus le plus fou, avec énormément de situations. Mais ils ont fait le job. Et on a vu qu'il y a une profondeur de banc, pas une grosse profondeur de banc, mais il y a une profondeur de banc intéressante, en tout cas parisien. Il y a aussi le fait que tu peux ajouter les joueurs comme Mbaye, les titis parisiens qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, en plus pour apporter des doublures. Donc en tout cas, moi personnellement, de ce que je vois de Paris, je suis très satisfait et je pense pas qu'il y ait des choses à ajouter. Steven? Ouais, pareil, moi je suis là, le PSG est clairement en préparation, donc c'est pour moi le 2e match préparation contre Nantes, et là clairement je pense que, si je serais dans le stade de Luis Enrique, l'objectif c'est de bien se préparer pour le 15 septembre, si je ne me trompe pas, début de la Ligue des Champions. Il est là l'objectif pour le PSG, de se préparer et justement de pouvoir tester des choses en championnat. Donc ce qui est pour moi c'est logique, en tout cas quand j'ai eu cette composition de départ face à Nantes, de pouvoir tester certains joueurs, de faire souffler d'autres. Comme l'a dit Yanis, il y a eu 3 semaines de coupure. Donc voilà, à un moment donné, il faut aussi que les joueurs coupent. Mais après, on commence à retrouver un petit peu le rythme. Ça a été un petit peu étriqué par moment. Mais contre Nantes, je trouve que le contenu était assez satisfaisant, globalement. Ouais. Isma? Ouais, complètement. Ils sont en train de faire leur préparation sur ce début de championnat. Les 3-4 premières journées, c'est un calendrier qui leur permet aussi de faire cette préparation, on va dire, en jouant à la Ligue 1. Donc ils ont eu une pause, une coupure. Ils ont eu un match coup près contre Tottenham. On a vu qu'ils étaient capables de gagner au caractère, au forceps. Et là, contre Nantes, je pense que ça va continuer comme ça jusqu'à la trêve internationale de mi-septembre. J'ai pas la date en tête, mais les 3 premières journées, ça va être contre des équipes à leur portée. Donc on va continuer à faire tourner l'équipe B pour faire jouer ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer contre Tottenham et la Coupe du Monde des clubs et la fin de saison dernière, parce que c'était assez lourd pour le PSG. Et puis voilà, après, comme l'a dit Steven,
L'objectif, c'est la Ligue des Champions. Et ça va être, j'espère que ça va pas être trop difficile pour eux, mais normalement non, de faire un meilleur début de Ligue des Champions que l'année dernière. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de... le club est encore peut-être marqué par le début de Ligue des Champions. Il y a eu une bonne réaction après, mais il faut montrer un tout autre visage cette saison pour se qualifier directement. Ouais, je suis d'accord avec vous les gars, je trouve que les 2 matchs ont plutôt été bien gérés. Le match face à Tottenham, bon bah voilà, on a vu le gap physique aussi face à une équipe qui est qui a fait 6 semaines de préparation et une autre qui vient de commencer. Donc on a vu dans l'intensité, dans les duels. Ce qui a été plutôt positif, c'est la résilience et le fait de n'avoir rien lâché. Tottenham aussi a arrêté de jouer. Alors c'est vrai que Paris aussi peut susciter la crainte également. Voilà, on mène 2-0 face au PSG, comment on se comporte, on recule, on attaque, qu'est-ce qu'on fait? Et ce balbutiement-là a fait que ça a profité au Paris Saint-Germain, qui a su bien gérer. Et puis face à Nantes, voilà, on a vu des remplaçants plutôt bons. Moi j'ai bien aimé Beraldo. J'ai trouvé vraiment c'était alors il n'a pas beaucoup été sollicité parce que Nantes n'a pas proposé grand-chose non plus, mais sur ses interventions, je l'ai trouvé bien. Vous avez parlé de Mbaye, effectivement, ce jeune-là qui a fait son match. Lee également, qui avait fait une bonne rentrée face à Tottenham. Et je pense qu'on pourra également compter sur ce genre de joueur tout au long de la saison. Après, j'ai d'autres remplaçants que je trouve moins transcendants. Bon, Lucas Hernandez, j'ai l'impression il traîne un peu la patte. Mais voilà, mais globalement, c'est... Voilà, comme vous l'avez dit, le club est un peu en préparation. Et oui, il doit faire tourner. Là, c'est Angers, le prochain match au Parc des Princes. Donc voilà, je pense que il va falloir pareil, peut-être faire tourner à nouveau ou tenter des choses. De toute façon, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a le 15 septembre. Comme tu l'as très bien dit, Isma, bien commencer la Ligue des Champions. Je pense que là, l'objectif peut-être du club, ça va être d'être dans le top 8. S'éviter un barrage cette année. Donc voilà. Autre aspect du coup de cette semaine-là, c'est le mercato. Pour l'instant, il y a eu 2 arrivées, alors 3 si on compte le gardien, je ne sais plus comment il s'appelle. Chevalier ? Non, il y en a un autre, ils ont pris un autre gars là. Je crois que c'est pour les équipes. C'est pour les équipes de jeunes, enfin bref. Oui. On va rester sur les 2 recrues phares, Chevalier et Zabarni. Steven, est-ce que c'était des recrues nécessaires et importantes pour le club? Alors Zabardi, très clairement, oui. Ouais. On en avait parlé en plus l'année dernière. On avait parlé, donc il fallait faire un défenseur axe droit parce que Marquinhos normalement devrait être sa dernière année. Normalement, après l'idée c'est de passer un peu le flambeau. Donc il fallait de toute façon un défenseur central droit. Pour le gardien, il semble que oui. Alors tout dépend après des points de vue des uns et des autres, mais en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas eu d'accord contractuel fait qu'à un moment donné, il fallait passer à autre chose. C'est ce que le club a fait, a réagi. En tout cas, il a pu trouver une solution rapidement avec le LOS pour l'arrivée d'un gardien. Donc oui, effectivement, sur ces 2 postes-là. Après, normalement, l'idée du PSG, c'est de faire encore 2 coups, que ce soit donc il faut un milieu. Un milieu défensif en tout cas et un ailier. Seule problématique effectivement, on l'a dit tout à l'heure quand on parlait de l'OM, c'est que le mercato finit bientôt. Dans 10 jours. Pourquoi il faudra un ailier et un milieu défensif en plus? Là effectivement pour amener en fait plus de variantes dans le jeu. Mais ça c'est ce qu'ils cherchent ou c'est toi? Ils cherchent, non, ils cherchent, c'est ça en fait. C'est 2 postes. Toi tu t'estimes qu'ils n'ont pas besoin de se renforcer dans ces 2 postes-là? Il faut un ailier droit. Il n'y a pas besoin pour moi, t'as tout ce qu'il faut, t'as 5 attaquants, t'as pas besoin de plus. T'as 5 attaquants de très haut niveau, t'as pas besoin de plus. Mais qui t'a dit que Luis Enrique il veut tous? Qui t'a dit qu'il veut ceux qui sont là? En tout cas, ils jouent les mecs et ils sont performants. En tout cas, je veux dire Ramos, Doué, Kvara, Dembélé, Barcola. Je comprends pas, c'est quoi? Vous voulez quoi de plus? Quand Dembélé est là en pointe, c'est qui en ailier droit? C'est Doué? C'est Doué. Et c'est qui la doublure de Doué? Après, quand Dembélé est en pointe, non, parce que le 11 type c'est ça. Dembélé il est en pointe. Doué et Kvara à gauche. Voilà. Et après t'as Barcola et Ramos en backup. Et c'est qui la doublure de Doué à droite? Mais t'as 5 mecs qui peuvent te tergiverser sur les 3 postes. Non mais réponds-moi. Je te pose une question. Non mais tu peux pas doubler. Tu peux me dire c'est Barcola, j'en sais rien moi. Non mais après ça tergiverse beaucoup. De toute façon le trio d'attaque t'as pas. Doué il peut jouer à droite, Doué il peut jouer à gauche, Kvara il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. En fait ce que je veux te dire c'est qu'il n'y a pas de vrai
doublure de Mais pour moi, t'as pas réellement besoin d'une doublure officielle. T'as les mecs qui peuvent débarrer, t'as même quand Lily peut jouer à droite. Non, quand Lily, normalement, il peut même jouer à droite. Il était sur les départs, normalement. Il faut le garder. Non, mais quand Lily, il y a toujours des discussions pour le garder. Et sauf que, alors, dernièrement, effectivement, alors il y a plusieurs choses. C'est que Luis Enrique, là pour l'instant, il l'a dit, lui, l'objectif, il l'a dit, ça c'est ses mots. Il a dit serait de doubler tous les postes. Ah oui, idéalement, mais ça c'est la base de tous les clubs qui jouent le rap. Il veut doubler tous les postes. Tous les clubs qui jouent. Attends, tous les postes. Mais non, justement. On reparle du fait que c'est pas. Donc vous voulez prendre 22 joueurs de très haut niveau à chaque poste, les gars. C'est pas possible. Bah oui. De très haut niveau. Avec très haut niveau. Là, je suis un peu d'accord avec Yanis. Parce qu'en termes de gestion d'effectifs, Paris a ce qu'il faut aujourd'hui en attaque. Mais attendez. Et sachant que tu peux même incorporer un jeune bail en 6, on va dire, en sixième homme de l'attaque. Et là, concrètement, tu as les postes qui sont doublés. Même quand Glili peut jouer à droite. Même quand Glili peut jouer à droite. Non, il va rester. Enrique. Non, c'est pas aussi clair que ça. Non, Enrique. Non. Non, les gars. Ça, c'est parce qu'il a fait une bonne entrée contre. Non, pas du tout. Non, Luis Enrique aime beaucoup Kang In-lee. Il croit beaucoup en lui. En fait, il y a des offres de Kang In-lee. Lui, effectivement, il n'est pas contre un départ de Kang In-lee. Sauf qu'effectivement, avec le mercato enfin la fin du mercato, c'est qu'effectivement Enrique a dit effectivement qu'il est prêt à laisser partir Kang In-lee, sauf si effectivement il propose un joueur. Donc au tout début du mercato, oui, mais plus le mercato se rapproche. Donc si Kang In-lee part, il le remplace. Mais en fait, vous voulez que en gros, vous êtes très hiérarchique, c'est-à-dire doué là à droite, il faut qu'il y ait sa doublure. J'ai jamais dit ça. Non, mais je te parle j'ai jamais dit comme ça. Il faut qu'il y ait la doublure à chaque poste en fait, et il faut que ce soit les joueurs fixes. Mais les gars, après c'est pareil. Yanis, il faut pas oublier une chose. T'as eu de la chance l'année dernière avec Hakimi. La chance de quoi? T'as eu de la chance qu'il fasse tous les matchs. Ah oui, bien sûr. À fond, à 100%. Là, effectivement. Et qui se blesse pas. Et qui se truque pas. Là, effectivement, il faut doubler. Parce que là, attaquant de haut niveau, non, mais c'est l'idée. Ça rejoint l'idée que je te dis où il faut doubler tous les postes. À la rigueur. Non, parce qu'en fait, ce qui m'a interpellé, c'est que Steven dit que Paris cherche un ailier droit et un milieu de terrain. Idéalement. Milieu de terrain, t'as tout ce qu'il faut. En attaque, t'as tout ce qu'il faut. Tu me dis, il faut un latéral droit, y a pas de souci là. Là, je suis d'accord. Mais au milieu de terrain, même au milieu de terrain, t'as tout ce qu'il faut. Mais tu recrutes s'il y a des départs. Non, mais attends. Tu recrutes s'il y a des départs. En fait, ce que je te dis, c'est que tu recrutes s'il y a des départs. Non, mais là, t'as pas dit ça tout à l'heure. Non, mais je peux pas le finir. Il a pas dit ça tout à l'heure. J'ai pas dit ça tout à l'heure. Le PSG potentiellement cherchera à faire ça. Après, si plus le mercato se rapproche, tu vois, s'il y a des départs. Si Kang In-lee part. Si personne part, est-ce que Paris a besoin de se renforcer? C'est ça ma question. C'est quoi la version officielle? Au centre, oui. Parce qu'en fait, t'as pas de doublé aujourd'hui de Vitinha. Donc, en 6, Messi, les gars, comment ça au centre mais attends, t'as 5 milieux de terrain aussi de très bon niveau. Je comprends pas. Après, ça dépend comment tu gères ton ça dépend comment tu gères ton effectif, Yanis. Par exemple, on n'a pas de 6. On n'a pas de 6 aujourd'hui à Paris. Il y a Neves. Non, João Neves, il joue pas 6. En fait, t'as vraiment. João Neves, il joue 8. Quand il joue un peu plus haut, c'est Vitinha qui joue 6 dans le système de Luis Enrique. C'est Vitinha qui est en point de basse. D'accord, mais de base, João Neves, lui, c'est un 6, il te récupère des ballons. D'accord, mais là, dans le système. D'accord, mais là, dans le système de Luis Enrique, aujourd'hui, c'est Vitinha qui a ce rôle-là et João Neves qui est un peu plus haut sur le terrain. Et moi, ce que je dis, c'est par rapport au milieu de terrain. Là, je peux entendre qu'on pourrait potentiellement se renforcer parce que aujourd'hui, je peux l'entendre parce qu'aujourd'hui, t'as les trois. T'as les trois du milieu et après t'as qui? T'as Seny Mayulu, c'est vrai, qui a montré de. Zahir Emery. Le problème de Zahir Emery, c'est que ça dépend comment tu le considères. Ça intéresse un français. Non, mais laissez-moi terminer. Non, laissez-moi terminer. Sur Zahir Emery, j'ai pas dit que c'est pas un joueur de haut niveau, mais c'est Luis Enrique comment lui il le voit. C'est-à-dire que lui, il le voit plus comme un mec un peu hybride où là, regarde, contre Nantes, il a joué latéral droit. Donc là, dans l'esprit... Il le met latéral droit parce qu'il peut pas mettre quelqu'un d'autre à la place. Tu peux même en créer... C'est des artistes 5 joueurs. Et donc d'où l'importance de se renforcer au milieu de terrain. Non, je suis même pas d'accord. Ou au milieu de terrain... Il peut descendre au milieu de terrain. Peut-être pas en point de basse, mais en point de basse, t'as Juan Neves qui l'a déjà fait, comme tu l'as dit, Isma. Je vois pas le problème, en fait. Tu peux faire les gars, en fait, vous vous basez... Non, en fait, vous voulez 22 joueurs de très haut niveau. Non, Yanis, t'as pas compris. Non, t'as pas compris. C'est que en fait, vous vous basez sur une saison où effectivement, physiquement, les joueurs étaient exceptionnels. Et donc, il y a eu
quasiment aucune blessure. Donc effectivement là tu dis ça comme ça en mode oui on en a pas besoin. Moi j'étais d'accord avec toi sur le front de l'attaque. Moi je suis d'accord. On a 5 attaquants de haut niveau, ça sert à rien de vouloir se renforcer si personne part. Ça sert à rien. Mais après je suis désolé. Isma il a parlé du poste de latéral droit. Il faut une double Hakimi. Et même au milieu de terrain, il faut même au milieu de terrain parce qu'en fait toi tu te bases sur un truc où João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, ça bouge pas. Et moi je pense même que même dans l'esprit de Luis Enrique, il déteste ça. Dans le sens où lui, il aime pas les trucs hiérarchiques où il y a 3 mecs, ça bouge pas. Lui, il aime challenger les mecs. Pourquoi il ramène Gvara en janvier ? C'est pour challenger Barcola. Mais voilà, donc pourquoi Vitinha, João Neves et Fabien Ruiz ? Tu l'aurais pas pris. Attends, juste termine. Pourquoi Fabien Ruiz, João Neves et Vitinha n'auraient pas le droit d'être challengés par un joueur qui viendrait justement challenger un peu ces 3 milieux de terrain. Bon, en gros, pour vous avez Emery. Non, mais après, les gars, il faut être honnête. Capacité de challenger. Non, les gars, c'est compliqué. Les gars, aujourd'hui, c'est compliqué. S'il vous plaît, faut être honnête. Le niveau João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz est largement au-dessus de Mayoulou Zaïre Emery. Non, on n'a pas dit le contraire. On va arrêter de parler choix. Et donc, d'où l'intérêt de renforcer. Il y a une question de niveau des remplaçants par rapport aux 11 types. Voilà. C'est ça aussi le souci. Pour tes 3 postes de il faut 6 joueurs. Sachant que. Mais comment il faut 6 joueurs, les gars? Il faut 6 joueurs. T'as 3 postes de haut niveau. Attends, t'as 5 joueurs de haut niveau. Derrière, t'as Mbaye et t'as Kangli qui peuvent avoir son point d'attaque. Yanis, les gars, en fait. Yanis, sois honnête. Yanis, sois honnête. T'as Désiré Doué qui sort. Tu mets Mbaye. Non mais là t'as pas Mbaye là. Mbaye, je te l'ai dit en 6ème couteau. Même si je l'aime bien. Non. Même si je l'aime bien. Isma, je te l'ai dit en 6ème couteau Mbaye, là t'abuses. Isma, je suis d'accord avec toi sur le milieu de terrain. Par contre sur l'attaque, je suis pas d'accord avec toi parce que t'as 5 joueurs de très haut niveau. Ne parle pas de Mbaye. Mais sur le. T'as 3 postes. Attendez les gars, vas-y. Devant, il y a 3 postes. Il doit y avoir 6 mecs. Non mais t'as 6 mecs de haut niveau. Non, t'en as 5. Mais dis-moi qu'il y a 6 mecs de haut niveau. T'as toujours les 6 mecs. Mais t'as pas eu de haut niveau, 6 mecs. T'as 6 mecs. C'est pas le 6ème mec, c'est pas un mec du centre de formation ou c'est pas un machin. Mais là les 6 c'est pas des mecs du centre de formation. Non, le 6ème. Non, le 6ème c'est Mbaye. Mais tu peux mettre Kangli. Tu peux mettre Kangli, c'est vrai. Ouais, mais Kangli de base, il est sur la liste des départs. Il est là, les gars, il est là. Non, mais il est là, Isma. Là, on parle des gars qui sont là. On a parlé que de ça. On va pas parler de tous les gars qui sont sur la liste des départs. Mais là, il y a un départ de prévu pour Kangli. Bah oui, il est sur la liste. Il est sur la liste des transferts. Il y a personne. Pour l'instant, il y a personne. D'accord. Mais c'est comme ça que le PSG fait son mercato. On parle du mercato depuis tout à l'heure. Il faut bien qu'il prévoie et qu'il mette un mec d'un niveau peut-être au-dessus de Mbaye quand même. Avec tout le respect qu'on a pour Mbaye. Voilà. Avec tout le respect qu'on a, il faut. C'est le 6ème. Mais pour le c'est vrai que c'est le 6ème. En sachant que Désiré Doué, attention, il peut aussi jouer au milieu de terrain. C'est ce qu'on a dit. Donc il peut aussi compenser ce manque au milieu de terrain en qualité technique. Et du coup, ça veut dire que t'as un vrai trou là en ailier droit. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut dire que t'enlèves Doué au. Tu peux mettre au milieu Doué. Mais il l'a déjà fait. C'est pas prévu. Non mais il l'a déjà fait. Oui, mais dans un cours de match, oui, il y a des micmacs. Tu peux pas mettre la même compo toute l'année, les mêmes mecs. Mais c'est comme des fois il y a Emery peut jouer latéral droit, c'est comme t'as plein de micmacs qui peuvent être faits. Mais ce que j'explique c'est que tellement il y a la polyvalence des joueurs, c'est comme Lucas Hernandez, il peut jouer axe, il peut jouer latéral gauche. T'as tellement une polyvalence que pour moi tu n'as pas besoin de doubler. Le seul poste, je suis d'accord, c'est Hakimi à droite, c'est tout. Il y a deux choses et après on va passer au LOSC. Il y a deux choses. Il y a un débat très intéressant. Moi, je pense il faut aussi mettre en perspective la vision de Luis Enrique, parce que c'est lui qui fait jouer les joueurs sur le terrain. Luis Enrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aime challenger ses joueurs en permanence. Donc déjà, à partir du fait qu'il y a 3 mecs et ça bouge pas, Luis Enrique, il l'entend pas ça. Ça, c'est inaudible pour lui. Lui, il veut que ses joueurs soient challengés. Sur le front de l'attaque, on est parti effectivement l'année dernière sur une équipe type avec Gvara, Doué et Dembélé. Et en backup, Ramos et Barcola. Moi, je pense que là-dessus, il n'y a rien à toucher. Par contre, au milieu de terrain, tu l'as dit Isma, pour moi, il y a un trop gros gap entre les 3 titulaires et les 2 qui sont censés être en backup. Et
ce qui va être important pour Luis Enrique, c'est de challenger ses joueurs. Et justement, si demain tu ramènes un milieu de terrain de haut niveau au Paris Saint-Germain, ça va challenger les Fabien Ruiz, les João Neves et les Vitinha, et ça va faire que ça va créer une émulation. Et ça, c'est ce que veut Luis Enrique. Voilà. Et après, effectivement, sur le poste de latéral droit, là, au moins, je sais qu'on est tous d'accord, il faut un remplaçant à Hakimi. Mais voilà, moi, je pense... Mais c'est pas une priorité, hein. Il n'y aura pas de remplaçant. Hein. Il n'y aura pas de latéral droit recruté. Hein. Et moi, je pense que dans l'esprit de Luis Enrique, il va faire jouer de plus en plus Zaïre Emery à droite. Il va le faire de plus en plus parce qu'au milieu de terrain, il n'apporte pas peut-être les garanties techniques que lui attend d'un milieu de terrain. Et il va de plus en plus jouer à droite. Parce que c'est la doublure officielle. Et ce sera la doublure officielle d'Hakimi. L'année dernière, c'était João Neves. Parce qu'on a aussi à l'équipe en sélection jouer ce poste-là. Ouais. Mais là, il est à droite, il a dit... Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Hein. Luis Enrique aime beaucoup aussi la polyvalence. Il aime bien interchanger les joueurs. Et donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec Yanis, c'est que il faut pas faire de la comptabilité. Il faut pas dire il y a 3 postes et il faut 6 mecs. Ça vous dérange pas que ça soit Zaïre Emery le remplaçant de Hakimi? En fait, une différence quand même. Non mais là sur Hakimi, sur Hakimi on est d'accord. Mais après. Là, il y a des postes où il faut. Je pense qu'il y a des postes où il faut du challenge. En attaque, pour moi, le challenge, il est là. Ils sont 5 pour 3 postes. C'est très bien. Ça tourne, ça truc. T'as pas besoin de plus. Pour moi, il faut un milieu de terrain et potentiellement un latéral droit. Et ça s'arrête là. Moi, je pense que. Parce qu'au niveau des décès, pareil, t'as 4 défenseurs. Kipembe, il est plus dans la course. Hein. T'as 4 défenseurs centraux qui sont vraiment de très haut niveau. T'as Marquinhos, t'as Pacho, t'as Zabarni, t'as Beraldo. C'est très bien. Donc voilà. Parce que demain, si Dembélé se pète. T'as Ramos. Ouais, alors, on va pas rappeler les matchs de Ramos quand il était titulaire. Mais à un moment donné, quand t'es dans un club, il y a le challenge. Et je suis le premier, je viens de le dire. Il faut challenger les mecs, d'accord ? Après, à un moment donné, Ramos est un international portugais, c'est pas un peintre, c'est un mec qui a mis des buts quand même au Paris Saint-Germain. Il a marqué contre Tottenham là en Super Coupe. Il montre que c'est un super sub de qualité. Contre le Real, il a marqué. Contre Nantes. T'as dit la phrase qu'il fallait. T'as dit c'est un super sub de qualité. Oui, mais après il peut quand même jouer titulaire. Donc en fait, tu vas ramener. Là, tu veux rajouter une triplure aussi. Non. Isma. Donc toi le tu PSG, ils ont les moyens, les gars. Non, Isma. Faites tripler les postes. Isma. Isma. À quel attaquant Non. Mais pour moi, Gonzalo Ramos, il est parfait en fait. Je comprends pas pourquoi tu. Non, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Attends, c'est pas la même chose. Moi, je parle de Dembélé parce que Dembélé peut aussi jouer à droite sur ce fameux poste qui double doué. Vous m'avez pas répondu ça tout à l'heure, mais moi je vous le dis. Il peut jouer à droite aussi. D'accord, mais s'il joue à droite, ça veut dire que c'est Ramos là titulaire en pointe. J'ai pas des très bons souvenirs de Ramos titulaire. Mais c'est pas Nantes, il a joué. J'ai le droit ou pas? Non, mais c'est en fait, c'est juste dans ta. En fait, j'ai du mal à te comprendre dans la gestion d'un effectif de très haut niveau. Pour moi, regarde, chercher un ailier, il va jouer l'ailier que tu vas trouver. Ouais. Il va jouer, c'est ça. Et l'ailier pourrait t'apporter. Il va jouer le mec. Il va jouer aujourd'hui. Il aura du temps de jeu, le mec que tu vas recruter en aujourd'hui. Aujourd'hui, t'en as pas besoin. T'en as pas besoin. Il va jouer. En fait, là, c'est un achat inutile. En fait, tactiquement, déjà, ça va te permettre de jouer et d'avoir une autre. C'est vraiment au milieu de terrain, les gars. Au milieu de terrain, les gars. Mais attendez, je suis d'accord avec ailier droit et milieu de terrain. Moi, je suis d'accord. On n'a pas parlé des départs. Aujourd'hui, c'est qui les départs? C'est Skriniar. Pour l'instant qui n'a pas encore signé, c'est Asensio qui doit partir, c'est Randal Colomwani qui doit partir. Mais ça c'est des mecs que tu cites, sont même pas dans l'équation, c'est-à-dire qu'ils sont même pas dans le Oui, mais ils sont pas dans les, on les compte pas. C'est-à-dire que est-ce que dans les, regarde, tu vois, t'as parlé de Colomwani. Est-ce qu'on a cité Colomwani dans les 5 On l'a même pas cité. Donc ça veut dire qu'il est parti Colomwani. Attends, oui. J'ai vu. Ah ouais. Il est pas officiellement. Ça y est, le prêt là, le prêt qui a été de 10 millions, c'est ça? Je dis pas de bêtises, mais j'ai pas vu le truc. J'ai vu il y a 2 jours, c'est officiel, Colomwani. C'est officiel à la Juve, j'ai vu. Il y a Renato Sanchez. Moi, c'est pour ça que la recrue. Asensio, j'ai dû parler, et il y a Kipembe aussi, on sait pas. Mukele, là c'est bon, il a signé. C'est pour ça que quand il y avait la rumeur Rodrigo PSG, moi j'étais pour parce que pour moi c'est le genre de mec, c'est le genre de profil
qui pourrait correspondre. Parce qu'on sait très bien qu'il va être ailier droit, Rodrigo, mais il va pas que faire ça. C'est pas un mec qui est que ailier droit et qui va rester planté là. Il va être dans la polyvalence de Luis Enrique, il va être dans ce qu'il cherche, il va être dans le mouvement, et il va peut-être pouvoir venir au milieu de terrain. S'il n'y a pas de départ, c'est pas un besoin. Là, Rodrigo Mora, il semble que Campos soit cette après, semaine au Portugal. On conclut. Il semble qu'il y ait peut-être des échanges cette semaine pour en tout cas éventuellement. Non, en tout cas, le PSG cherche à faire effectivement un milieu. Quand on dit qu'il faut un ailier droit, personne n'en veut. Quand je parle de Rodrigo, là, ça. Rodrigo, il serait plus dans l'axe. Et par contre, on parle d'Akliouche ou d'autres. C'est vrai, il y a Akliouche aussi. Voilà. Donc, en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est qu'aucune grosse équipe a 6 attaquants au niveau. Bah oui, ça n'existe pas. C'est pas vraiment. C'est pas vraiment des attaquants. Yanis, t'as très bien compris. Non mais même des 6 joueurs. T'as très bien compris que toi, il était aussi milieu. T'as très bien compris que Rodrigo, il était aussi milieu. Je veux dire, Badou il est milieu de terrain, donc on n'a pas besoin d'un milieu de terrain. Ça n'a pas de sens. Moi, je te dis tout ça. T'as très bien compris que Dembélé c'était aussi un faux neuf. On l'a tous compris ça. Quand tu m'as demandé qui est la doublure de Doué, je t'ai dit c'est différent parce qu'il y a de la permutation. Mais en tout cas, là tu peux pas ramener un genre de calibre. Après c'est mon avis. Mais quel calibre là? Si j'en parle d'Akliouche, c'est pas. On parle de joueurs à fort potentiel. Tu peux pas parler d'un joueur. Il va jamais jouer. Ouais, ça va être. Pourquoi il va jamais jouer? Mais il y a un mec qui va dans l'équation, il va avoir très peu de temps de jeu. Et alors? Mais ça sert à quoi dans son évolution? Il a 22 ans, le mec il va jamais jouer. Ça sert à quoi? Il a jamais dit qu'il va jamais jouer. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attends, mais t'as pas son match dans la saison. Mais c'est le projet du PSG justement. Il y a jamais eu l'info de projet du Non, PSG. je pense que Akliouche il peut venir si Kang In-lee part par exemple. Là, voilà, oui, voilà. Mais tant que là l'effectif actuel, si ça ne bouge pas, Kang In-lee ne veut pas partir finalement. Ça sert à rien de le prendre. Il y aura pas effectivement. Voilà, donc on est d'accord, voilà, on est d'accord. C'est lui qui bloque. Voilà. Donc si Kang In-lee est encore là, ça sert à rien de prendre un mec comme Akliouche. C'est un mercato un peu plus, on va dire, raisonné. Ils ont pas de touche, ils sont voilà. Là, c'est ce que j'ai dit Akliouche il vient que si Kang In-lee part. Mais même t'as même pas besoin d'Akliouche. Non, si Kang In-lee part, t'as besoin d'Akliouche. Non, Yanis. Ça sert à quoi de ramener Akliouche? C'est la même chose avec Barcola. Yanis. Avant qu'il vienne. Tout le monde disait pourquoi Barcola. C'est vrai. Mais non, ça se tenait pour. Non, quand tu regardes l'effectif. Bah à l'époque, ça se tenait. À l'époque, il y avait Mbappé. Excuse-moi, mais ça se tenait. Il y avait. Alors, on ne savait pas encore Luis Enrique et tout ça, mais il y a eu le. On se souvenait d'Ekitike l'année d'avant. Il est venu, il a nettoyé les chaussures pendant un an. Tu vois. Donc on s'est dit Barcola, c'est risqué. Ça faisait que 6 mois qu'il était en pétard à Lyon. Il va jouer à Paris, il jouera pas. Ça va être compliqué. Il va pas s'imposer. Tu te rappelles du mercato du Paris Saint-Germain en 2023, Dembélé, Colomwani et Mbappé, c'était censé être l'attaque du Paris Saint-Germain. Ramos est venu en plus derrière, on s'est dit mais Barcola où est-ce qu'il va trouver sa place? C'est vrai, t'as raison, tu vois, on s'est dit c'est bizarre, il va s'enterrer là-bas. Et finalement, il s'est imposé. Et finalement, il s'est imposé parce que voilà. T'avais Mbappé, Colomwani et Ramos comme joueur axial. Mais Mbappé, il joue sur le côté. Mbappé joue sur le côté et dans le truc il jouait à gauche. Il jouait à gauche et Dembélé jouait à droite. D'accord. Et c'était des mecs qui avaient comme des statuts, c'était l'attaque de l'équipe de France quand même. Tu vois, donc voilà. Moi je pense que si Lee part, il faut remplacer. Mais bon bref, en tout cas c'est bien, c'était un débat intéressant. Yanis, t'as des belles capsules à faire là. T'as des belles capsules là, c'est pas mal. Avant d'avoir Yacine pour les Yass Analyses, on va parler du LOSC. Voilà pour conclure cette phase de Ligue 1, cette première journée de Ligue 1, Lille qui a fait 3 partout face à Brest au stade Francis Leblay. Jamais facile de jouer là-bas. Francis Leblay, c'est vraiment une galère. Ouais, c'est une galère. C'est une galère pour tout le monde. Giroud qui a marqué, quel bonheur. Tu vas apprendre à le respecter, toi, cette année. Tu vas apprendre. Ah, bien sûr, parce que tu le respectes pas. Donc là, au moins, il est dans ton club. Je respecte l'homme. Après, j'ai pas le même niveau d'exigence envers l'équipe de France qu'envers Lille. C'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. L'attaque de l'équipe de France à l'époque. Pour très peu de temps. Oui, en tout cas, il a ce statut-là. Il restera toujours. Et voilà, il restera et voilà. Bref, en tout cas. Il y a combien de buts d'écart d'ailleurs? Je sais pas avec qui. 3-4, je pense. Ah ouais? Avec Mbappé déjà? Il doit pas être loin. Ouais, peut-être un peu plus 5-6. Ouais. 5-6, ouais. Non, mais oui, Mbappé devrait le dépasser, mais voilà, en tout cas. Il jouit encore de ce statut-là. Isma à Lille, du coup 3 partout. Déjà un mot sur le match. Lille qui a mené quand même 2-0. Voilà, finalement 3 partout. T'en as pensé quoi? C'était un match difficile parce que Brest, c'est une équipe qui rentre dedans, qui est physique, qui est athlétique. Et c'est une équipe qui n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière. Moi, ça m'a surpris de voir que tous les joueurs de Brest étaient restés. Genre,
genre Lesmelou, genre au milieu de terrain, genre Chardonnay, genre Ajorc et tout ça. Après, comme on en avait déjà parlé en off, c'est vrai que bon, c'est pas des très très jeunes joueurs, des prospects, donc c'est un peu normal aussi qu'ils restent. Mais du coup, en fait, en ayant cette habitude de jouer ensemble, ils ont déjà des automatismes et tout. Alors que Lille, nous, on repart complètement de zéro. Ouais. Là, cette saison, on a eu des départs qui sont méga importants. Quand tu as ton meilleur buteur qui part, et ton gardien qui est le meilleur joueur, et ton défenseur qui part, ça fait vraiment beaucoup. Thomas Meunier qui était suspendu, Thiago Santos qui est en réathlétisation. Ça faisait beaucoup d'absents, surtout en défense, pour pouvoir espérer un clean sheet aujourd'hui avec un nouveau gardien qui avait fait 2 entraînements. C'était trop peu pour... C'était sûr, pour moi, je pensais, c'était sûr qu'on allait encaisser des buts. Jusqu'à la fin, on aurait pu aller chercher le 4-3 avec Boadi à la fin. Qui avait la balle de Boadi là. La balle du 4e. Bah, on voit que c'est pas un attaquant. C'est ça. Du quatrième but. Mais voilà, ils ont fait preuve je trouve, de caractère plus que de jambes, parce que les jambes étaient lourdes avec la prépa physique, je pense. Brest a eu beaucoup de fois le ballon. Mais sinon, voilà, donc c'est rassurant qu'on on a mené 1, 2, 3 fois au score à Brest, contre une équipe qui peut-être va jouer les troupes de fête dans ce championnat. Ouais, vous avez vu le match ou un résumé du match Ouais, moi j'ai vu une bonne partie du résumé. Moi j'ai trouvé déjà intéressant. Pourquoi tu rigoles? Non, j'ai vu une bonne partie du match. Non, mais pas le bon résumé, j'ai pas vu le match. J'ai pas vu le match. Et par contre, je tapais un bon long résumé. Mais déjà, il y avait plusieurs choses parce que j'ai vu que sur le premier but, c'était Monsieur Correa qui avait fait sa passe D. Ouais, magnifique la passe. Magnifique. Joueur qui rentre. Moi, je trouve que c'est une bonne première, en tout cas, pour les deux équipes. Mais là, on parlait du LOSC, pour le LOSC aussi, avec Giroud qui marque. Correa qui a fait un bon match. Moi j'aime bien le jeune Muko au milieu de terrain. Je pense que lui c'est un joueur quand même à suivre cette année. Il n'y a pas eu des offres là pour assez jeune. Non, on espère le garder quand même. Ça y partira l'année prochaine. Même si je pense que garder des joueurs. Même si je pense que si un club il pose 30 bâtons, donc il va partir. En janvier, pas. L'année prochaine. Tous les joueurs, là, il n'y en a aucun qui a des bons de sortie. Mais si tu proposes à chaque fois plus que le marché, évidemment. Non, mais je trouve qu'il va partir. C'est vraiment un joueur intéressant. C'est le concurrent direct de Boadi. C'est le concurrent direct de Boadi. Sauf que le problème pour Boadi, c'est que je trouve qu'il a plus le profil Ligue 1. Il est plus physique, plus athlétique. Il réfléchit pas avec le ballon. Il dribble, il fait la passe, il frappe. Voilà. Ça va vite, c'est instinctif. Boadi, il est un peu plus dans la réflexion, la conduite de balle. Je ramène de l'allant, je ramène des cours, je ramène des trucs. Et là, quand t'as pas les jambes comme un début de championnat, c'est un peu compliqué. Il a fait une prépa physique où il a pas beaucoup joué. Il a pas montré grand-chose, Boadi. On va attendre un petit peu. Mais là, pour le moment, Mukao et Benjamin André vont être titulaires à milieu de terrain. Benjamin André, il devait aller au Paris FC, ça s'est pas fait. Ouais, ça s'est pas fait parce qu'il préfère rester à Lille. Ouais. Moi, il a prolongé. Je trouve qu'il a fait un bon match, Benjamin André. Ça va. Il est dans son registre du moment. Il était dans le combat, il était sur les premières offensives, donc ça va. Après, c'est le début du championnat. On va attendre un peu septembre-octobre que la machine se remette en marche un peu. C'est ça, on en avait un peu parlé cet été aussi, de savoir aussi le statut de Giroud. Donc là, on a vu qu'il est déjà titulaire. C'est ridicule, mais bon. Pourquoi Pourquoi il est déjà titulaire. Pourquoi donc le remplaçant de Jonathan David. Jonathan David. C'est pas Giroud. Bah pour l'instant, numériquement. Parce que le mercato n'est pas fini. Moi, ce que je vois, en tout cas. C'est parce qu'ils l'ont pas encore trouvé. Ouais. D'accord, mais en tout cas, ce que je vois à l'heure actuelle, c'est. Enfin, après, c'est la première journée de Ligue 1. J'ose espérer qu'en 10 jours, ils recrutent quelqu'un en pointe, c'est ce qui est prévu. Ouais. Et les noms qui fusent, t'as des. Là, ils ont repris contact avec Igaman pour le moment. Igaman, ok, super. Et c'est quoi les autres pistes? Il n'y a pas d'autres? Ah non, il y en a une. En tout cas, ce qui. Là, il y avait Ablin au début, mais regarde Kita, il veut vendre à 50 millions. Il abuse avec ça. Peut-être pas 50 millions, mais. Il a demandé 40. Il a demandé 40. C'était n'importe quoi. Combien? Il a demandé 40 pour discuter. Moi, tu savais, 40 millions. Il a demandé 40. Donc, il va rester à Nantes. Je rectifie, si ça reste comme ça, c'est ridicule.
Non, mais. C'est ridicule. Donc, tu le remplaces un mec dans l'affaire de l'âge qui plante des buts et tout. C'est Giroud à 40 ans qui va prendre le relais. La preuve, il a marqué. Il a marqué. C'est pas normal sur le principe. Moi, je trouve sur le principe, c'est pas normal. Il doit pas jouer. Tu peux le mettre en sortie de banc, en super sub, mais tu le mets pas en titulaire. De toute façon, je vois pas le souci. C'est son âge en fait tu bloques sur son âge en fait. Il est parti en... Non, c'est fini. Bah la preuve que non, regarde, il était en jambes là face à Brest. Mais donc tu le mets sûr dans une équipe de haut de classement de Ligue 1 à 40 ans. Mais de toute façon, il a pas après bah non, mais il a flopé en MLS. Il a mis 2 buts en MLS. Arrête, mais ça veut rien dire. Mais ça c'est une Giroud, non, il a fait une saison. Il a fait une saison. Giroud, il a saison qu'il fait au Milan, c'était pas il y a 10 000 ans. Bah oui, c'était il y a 2 ans et puis il a quand même une carrière qui parle pour lui quand même, Yanis. Là, tu parles pas de n'importe qui là. Il y a 2 ans mec, Milan. Bah oui. Ouais, les gars, à un moment donné, Aubameyang c'était aussi il y a 2 ans, il est revenu à Marseille après l'Arabie Saoudite. Même ça, je trouve ça ridicule. Ces deux choses-là, je trouve ça ridicule. Donc le mec qui part en MLS, à la base c'est fin de carrière, il revient, il tire dans un top club de Ligue 1 à 39-40 ans. Mais la preuve, il est efficace. Moi, j'ai regardé le match. Il a fait un match. Non, mais j'ai regardé le match et non, mais Giroud, c'est un attaquant déjà de 1 avec énormément d'expérience, de 2 avec beaucoup de métier devant le but, et c'est quelqu'un qui collectivement peut faire monter ton bloc, peut aider ses attaquants. Ouais, mais ça te fait rire, Yanis, mais ça c'est non, je suis d'accord, t'as raison. C'est un genre collectif. C'est pas le seul attaquant. Même si on recrute pas, c'est pas le seul attaquant. Mais si on satisfait de Olivier Giroud dans un top 5, top 6 de Ligue 1 et jouer la Ligue Europa à 40 ans en fin de carrière après une saison ratée en MLS, je pense que tu veux que je te dise ce que j'en pense. Lille doit recruter un attaquant, effectivement. Mais cet attaquant-là, déjà de 1, il va falloir qu'il se lève tôt pour piquer la place à Giroud pour être titulaire dans les grands matchs. Ah non mais attends. Non. Mais moi j'ai une vision. Il faut que ce soit un attaquant qui soit jeune, qui soit prometteur, d'accord ? Et ça peut faire comme Jonathan David quand il est arrivé avec Burak Yilmaz. Burak Yilmaz, quand il est arrivé, ouais, il est vieux, la Turquie, nanani, nanana. Et au final. Le Crémy, ça, il avait 33. Non, mais sur Burak Yilmaz. Quand Burak Yilmaz, il est arrivé à Lille, ouais, c'est quoi ce mec ? Il est fini. Il est finito, je sais pas quoi. Jonathan David, il arrive, prospect. Du coup, ils l'ont acheté quoi ? 20 ou 30 jours. Ils l'ont acheté 30 millions. 30 millions. Eh ben quoi, les deux, ils ont joué ensemble. C'était Burak Yilmaz qui était même des fois titulaire dans les gros matchs. Et voilà comment ça a avancé. Et derrière, ça a permis à Jonathan David de progresser. Exactement. Et moi, je pense que Lille doit faire la même chose là cette année avec un Giroud qui est là, qui joue les matchs importants. Il n'est pas obligé de jouer 90 minutes. Il peut jouer 50, 60 minutes. Il peut être associé au nouvel attaquant ou le nouvel attaquant peut rentrer en sortie de banc. Ouais. Mais un Giroud en Ligue 1, les gars, c'est un changement de système parce que là, c'est du 4-2-3-1. Il y a aussi un très bon prospect qui vient du centre de formation, Fernandez Pardo, qui avait déjà joué l'année dernière. Il était très bonne prestations. Il était super bon. Un joueur de percussion, un joueur de vitesse. Franchement, il a mangé à plusieurs reprises de latéral droit de Brest sur la première journée. Super. Très très fort, et il peut jouer en pointe aussi. Okay. Donc il peut aussi jouer dans une autre config en jouant à 2 attaquants avec Giroud, ou alors il peut aussi prendre la place de Giroud parce qu'en prépa il a aussi marqué, il a aussi mis ses buts, il a mis 3 buts en prépa aussi, donc voilà, ça peut le faire aussi. Mais même si on a ces 2 attaquants-là, il faut quand même recruter un attaquant. Il faut recruter un attaquant, je suis d'accord. Et de préférence un attaquant qui a joué en Coupe d'Europe, qui a marqué, qui est en forme. Pour moi, c'est ça le en fait, l'idée, je pense, si j'en fais un peu la question, c'est de savoir, est-ce que dans l'état d'esprit, on se dit Giroud est titulaire à tous les matchs, ou est-ce que finalement il vient comme une sorte de remplaçant dans la rotation ? Non, dans la com du club, dans la com de Giroud aussi. Ouais. Il vient pas en tant que titulaire en puissance, il vient avec un rôle de grand frère pour épauler les jeunes du centre de formation. Et voilà, et dans cette rotation d'effectifs, normalement il vient en ça. Le dossier Gaman devait se faire au mois de juillet, il s'est pas fait, il joue. Voilà, il joue parce qu'il est là, c'est tout. Donc toi tu penses que si demain Igaman, imaginons que c'est lui qui signe ou un autre, et tu penses que, et qui reste dans ce 4-2-3-1, tu penses que du coup Giroud irait sur le banc et Igaman serait titulaire ? Ouais, je pense que Giroud ira sur le banc si le mec vient et que voilà. Ouais, il va falloir qu'il prouve. Ouais, bah si. Toi t'es un peu plus. Non, moi je veux juste pas cantonner. Moi je suis d'accord avec Nas parce que Giroud il part avec une longueur d'avance. Il a marqué en prépa, il marque sur le premier match. C'est-à-dire que le mec qui le remplace, il est titu, s'il marque pas, on va se reposer la question de est-ce qu'on retitularise Giroud. On va l'emmener à la Coupe du Monde, Giroud. Non, j'ai pas dit ça. Mais je dis juste que Giroud,
je veux pas le cantonner à un mec qui rentre 10 minutes voilà, pour faire souffler l'attaquant juste, titulaire. Moi, je pense que, bien évidemment, l'attaquant qui va venir, il va jouer, il va même peut-être être titulaire, mais Giroud, il faut vraiment l'incorporer dans ce jeu d'attaque, quoi. Il faut pas juste le cantonner à un mec qui rentre 10 minutes. Voilà. C'est un mec qui peut aussi servir dans des matchs en tant que titulaire, selon les adversaires aussi dans lesquels tu joues. Et encore une fois, j'ai l'exemple Burak Yilmaz en 2020 où effectivement avec Joe David, bah voilà, ça a permuté, ça a tourné et au final, Lille a fini champion. Donc Lille a fait une grosse saison. Donc voilà. Juste dernière question, après on aura Yacine au téléphone. Mais l'urgence dans l'effectif, il est pas là. Il est surtout au poste de latéral droit parce c'est que là, ça ça devient hyper dramatique puisque donc Thomas Meunier a été suspendu, Thiago Santos il a arrêté. Et de toute façon, il est suspendu, il va revenir. Ouais, mais je crois que sur le deuxième match aussi, il est suspendu. Mais il a fait quoi il a giflé quelqu'un ou... Je sais plus. Je crois que c'est pas un carton. Il a fait un tacle vraiment sale. Un tacle à la gorge. Tacle à la gorge. Le jeune centre de formation, il s'est fait les croisés. Donc, oui, c'est vrai. Ousmane Touré qui avait commencé contre l'Atlético Madrid et qui s'est fait les croisés. Ah oui, il avait joué. Ouais, totalement. Ouais, ça c'est dommage. C'est dommage. Du coup, là, on n'a pas en fait de latéral droit hormis Meunier qui veut partir aussi. Là, on l'a appris. D'accord, ok. Tout à l'heure, il s'est embrouillé avec l'étang et il voudrait partir. Et du coup, faut ramener Benjamin Pavard à la maison là. Ce serait beau ça. Il y a Benjamin Pavard. Il a encore à donner. Il y a Genesio avec Amari Traoré aussi qu'ils aimeraient ramener aussi en Ligue 1. Il a 32 ans. Et sur le côté gauche aussi, ils sont sur la piste. En défense centrale, ils sont sur un joueur turc, un joueur qui est joué en Turquie, qui est brésilien, j'ai oublié son nom. Et en attaque, ils sont sur Hamza Egaman. La dernière offre de Lille, c'est 17 millions d'euros. Et, il y en aurait le plus, j'imagine, pour Egaman, non, c'est ça ? Ouais, il y a 2-3 millions il y a un delta de 2-3 millions d'euros. Et lui, il veut venir ? Il faut voir si. Et ils sont sur un japonais aussi qui joue en Liga. Mais lui, Egaman, il veut venir, il a donné son accord ? Ouais, Egaman a donné son accord. Egaman, il veut venir, il a donné son accord, il est au bras de fer. Et son club a joué le 9 matchs officiels et il n'a jamais été titularisé. Donc il est vraiment dans un bras de fer où il joue plus avec son club et tout. Il veut vraiment venir. Ok. Bon, en tout cas, Lille qu'on va suivre. On va suivre ça. On va suivre ça très attentivement. Lille, notre expert lillois, Ismaël El Azali. On va appeler Yacine voilà, pour conclure l'émission. On va parler du match United-Arsenal, remporté par les Gunners, 1-0. Et on va débriefer tout ça. T'as regardé le match, Steven ? Eh ben non, malheureusement non. Moi j'ai vu un petit peu, moi. Ouais, moi j'ai regardé un petit peu. J'ai regardé un petit peu. Ouais. C'est pas une victoire glorieuse. Hein. Et j'ai reçu un ballon et c'était Mbeumo qui a frappé. Il a pas fait un mauvais match. Hein. Il a fait un centre. Ouais. Et j'ai reçu un ballon dans mon salon. Qui ça, tu parles de qui ? Mbeumo. Ouais, il a été percutant. Après, c'est vrai que. C'est un peu dur, je trouve, mais la deuxième mi-temps, ça allait mieux. Après Arsenal, c'était pas mieux. Hein ? Mbeumo, c'est la première mi-temps un peu plus compliqué, mais la deuxième mi-temps, je trouve que ça allait mieux. Ouais. Il était là. Yacine qui nous rappelle. Salut Yacine. Allô. Rapproche ton téléphone. Allô Yacine. Tranquille. Salut les amis, salut à tous. Comment tu vas ? Ça va très très bien les amis. J'espère que la première s'est bien déroulée. Bon, nickel. On a fait beaucoup de Ligue 1. On a parlé notamment de l'Olympique de Merveille qui nous a régalé encore une fois par ses frasques. Donc c'était assez sympathique. Yacine, on est très heureux déjà de t'avoir à nouveau pour une nouvelle saison. Donc on va évoquer avec toi bien évidemment la Première Ligue, mais aussi le foot africain. Plein d'autres sujets également. Il y a une CAN qui arrive notamment aussi. CAN qui arrive au Maroc. D'ailleurs, le match d'ouverture Maroc-Comores. Voilà. Je le place comme ça. Si t'as des places, Yacine, tu me dis. Hein. Ouais, il me répond plus. Là. Allô, je vous entends très mal. Ah, tu m'entends là ? Ah là, c'est bon, là je t'entends. Ah, je disais, si t'avais des places pour Maroc-Comores, je suis preneur. Hein. Eh ben, la billetterie est toujours pas ouverte. J'ai poussé un gros coup de gueule en plus cet après-midi sur les réseaux sociaux à ce propos. Ouais. Donc là, il va falloir que les gens se réveillent là pour qu'on puisse préparer notre départ à la CAN. Et qu'est-ce qui se passe là ? C'est qui le mec qui gère la billetterie là ?
Sador, tu sais qu'au Maroc, on aime beaucoup dire Inch'Allah, mais bon, avec Inch'Allah, on n'organise pas une CAN, donc il va falloir qu'il se dépêche là un petit peu pour qu'on organise chacun sur le plan logistique la billetterie qui n'est pas encore ouverte, et puis qui dit billetterie pas ouverte dit également que toute la diaspora africaine présente en Europe, c'est pas toutes les cannes qui permet d'avoir une proximité comme ça à 2 heures, 1h30, 2 heures d'avion, de pouvoir assister à une Coupe d'Afrique. C'est clair. Donc va falloir bien s'organiser, surtout qu'en plus cette canne va tomber pile poil pendant les vacances de décembre, les vacances de Noël. C'est ça. Donc parce qu'elle commence le 21 décembre jusqu'au 18 janvier. Ouais. J'espère que ils annoncent normalement qu'à partir du début du mois de septembre, maximum mi-septembre, la billetterie sera ouverte. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant. Ouais, tu nous tiendras au jus, bien évidemment. On va parler Première Ligue avec toi, Yacine, et notamment de Manchester United, qui a commencé sa saison face à Arsenal. Défaite 1-0. Tout d'abord, une analyse de cette rencontre. Un bon Manchester United dans le jeu, mais qui n'a pas été récompensé. Absolument, Nassourdine, absolument. Une première, on va dire, encourageante malgré la défaite sur une phase arrêtée. Encore une fois, Arsenal continue la très belle dynamique qu'elle avait déjà la saison dernière, d'être clinique sur des phases arrêtées offensives. Donc, bravo à eux pour leur réalisme, et bravo à eux également pour leur solidité défensive, parce que pareil sur ce cas-là, la solidité défensive déjà de la saison dernière où Arsenal était la meilleure défense du royaume, continue à être encore plus que solide lors de cette première journée, où on a pu voir plusieurs reprises un Saliba et un Gabriel vraiment phénoménal dans la charnière centrale pour bien protéger Raya, et même Raya a également fait une belle partition, surtout sur une parade décisive par rapport à une tête à bout portant de Bryan Mbeumo. Mais Manchester, a été, on va dire, entreprenant pour cette première journée à Old Trafford. Ils ont voulu vraiment installer une volonté, une patte Amorim d'être plus entreprenant dans le pressing, aller chercher l'adversaire, et puis surtout être vraiment dominateur dans la possession de balle. Parce que ce qui est quand même dingue dans Sordine, c'est qu'à la fin du match, quand on regarde la possession de balle, c'est 62% pour United, 38% pour Arsenal. Si je t'avais annoncé cela, Nassourdine, par exemple, le 18 juillet, tu m'aurais dit, bon, Yacine, je t'aime beaucoup, mais il va pas falloir exagérer, quoi. Ouais. Donc, c'est des bonnes indications pour l'avenir. Ismaël ? Ouais, Yacine, c'est Ismaël, tu vas bien ? Salut, Ismaël. Salut, Sam. Ouais, écoute, j'ai regardé un peu le match contre Arsenal. Je voulais savoir, parce que j'ai vu beaucoup d'actions où dans les 20 derniers mètres, ça pêchait un peu dans l'animation offensive. Après, c'est vrai que l'attaque, elle est complètement nouvelle de la part de Manchester United. Est-ce que c'est une volonté de la part d'Amorim, ou c'est parce que c'est le premier match et ça manque encore d'automatisme ? Ça va être encore, les automatismes vont être encore à travailler, parce que ce qu'il faut savoir par rapport à cette première journée, c'est qu'en fait, il y a eu 2 physionomies de rencontre de la part de Manchester United. Il y a eu la première physionomie, on va dire, avec Cunha en faux neuf et Mason Mount plus Bryan Mbeumo en meneur de jeu juste derrière, donc Matheus Cunha. Et puis, il y a eu la rentrée dans la dernière demi-heure de jeu de Benjamin Sesko, donc la dernière recrue venant de Leipzig, où là, il y a eu vraiment un autre visage de la part de Manchester United, parce que Sesko est un pur neuf, à contrario de Matheus Cunha, et Matheus Cunha a retrouvé sa position préférentielle de meneur de jeu excentré avec Bryan Mbeumo.
Et donc, en fait, lors de cette deuxième partition, donc dans la dernière demi-heure de jeu, on a pu voir un Matheus Cunha plus tranchant parce que, à contrario d'avoir le jeu dos au but, et ben là, il avait le jeu face à lui, donc il a pu être percutant, il a pu également démontrer toute sa palette technique. Et puis, Benjamin Sesko, même s'il n'a pas beaucoup touché de ballon, il a été très intéressant où on a vu qu'il a pu peser un peu plus sur la défense centrale. Surtout que Saliba, Gabriel, j'arrête pas de le dire depuis plusieurs mois, c'est la meilleure charnière centrale au monde pour moi. C'est le meilleur duo avec Marquinhos Pacho, où vraiment il y a un certain automatisme et puis surtout un très très haut niveau. Donc en fait, tout ce système offensif va être à remodeler, mais ce qui est intéressant, c'est que cette saison, United a un match par semaine. Donc il y aura largement le temps, durant les semaines d'entraînement, que Amorim puisse travailler donc les automatismes entre donc Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Benjamin Sesko, qui seront donc les trois titulaires indiscutables. Mais n'oublions pas, comme Nassordine l'a évoqué en tout début d'intervention, qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations au mois de décembre. Et lors de la CAN, il y a Bryan Mbeumo et Amad Diallo, deux joueurs offensifs, qui ne seront pas là. Donc il va falloir également penser à cette problématique où il y aura d'autres schémas également à incorporer, où par exemple Kobe Mainoo, qui n'a pas joué lors de la première journée, aura sa carte à jouer durant cette période. Ouais. Vas-y. J'ai juste une dernière question. La saison dernière, ça s'est mal passé pour Manchester United en championnat. Quels sont les objectifs cette saison qui ont été annoncés pour Manchester ? Parce que j'avoue que pour moi, qui voit ça de loin, c'est pas très clair. Et surtout, si tu as des infos mercato sur les prochaines arrivées ou les prochains départs dans le club. L'objectif est clair. L'objectif, c'est de retrouver la Ligue des Champions. La Première Ligue offre 5 places qualificatives à la Ligue des Champions la saison prochaine. Par voie de championnat, United a l'obligation d'être dans le top 5, déjà pour son statut, parce que ça fait plus de 2 saisons que United n'a pas participé à la C1, et puis pour question également de Ruben Amorim, de son maire, et également pour des questions économiques. Donc, avec un match par semaine, l'objectif vraiment crucial, c'est le top 5. Et en dehors de cela, il va falloir quand même gagner une des 2 coupes nationales. Donc, la traditionnelle FA Cup qui commencera vraiment au mois de janvier. Et la League Cup qui va commencer très bientôt. Parce que après le match contre Fulham ce dimanche, lors du prochain déplacement, mercredi prochain, dans une semaine, il y aura déjà un déplacement contre la petite équipe de Grimsby en tour donc de League Cup. Donc Manchester va falloir prendre sérieusement ces 2 coupes pour en gagner au moins une afin d'installer un premier trophée de l'ère Ruben Amorim. Et pour les transferts, United espère encore 2 arrivées, l'arrivée d'un gardien et l'arrivée d'un milieu de terrain. La priorité, c'est bien évidemment l'arrivée d'un milieu de terrain. On parle de Carlos Baleba, mais malheureusement, Brighton n'est pas vendeur ou est trop gourmand parce qu'il demande un peu plus de 100 millions d'euros comme Moïse Caicedo il y a quelques saisons. Alors, il y a des alternatives. On parle de Wharton, de Crystal Palace, on parle de Lamine Camara de l'AS Monaco, on parle de Douglas Luiz également de la Juventus de Turin. Donc, on va voir dans les jours à venir. Et puis, par rapport également au départ, parce qu'il y a encore beaucoup d'indésirables qui ne sont pas partis. Jadon Sancho a refusé l'AS Roma, n'a pas été reconduit dans son prêt de Chelsea, a refusé Dortmund, a refusé Beşiktaş. Donc là, on approche de la fin de mercato, va falloir trouver une porte de sortie parce que Jadon Sancho, c'est quand même 15 millions d'euros annuels de salaire. Et puis, il y a également le cas Anthony, qui souhaite revenir à tout prix au Betis Séville. Et puis, la question aussi d'Hojlund, qui, avec l'arrivée de Benjamin Sesko, va avoir un jeu très, très amoindri. Donc, il va falloir voir aussi pour Hojlund peut-être une porte de sortie en Serie A.
Et puis United espère surtout une rentrée de cash avec Alejandro Garnacho, qui est très proche de Chelsea parce que les accords personnels sont là. Mais pour l'instant, Chelsea ne souhaite pas acheter Alejandro Garnacho au prix demandé de Manchester, qui est à peu près 55 millions d'euros. Chelsea espère en mettre uniquement 30. Donc pour l'instant, il en est loin. Il y a beaucoup de feuilletons donc encore à suivre dans cette dernière quinzaine de mercato. Et n'oublions pas également, les amis, que malgré cette quinzaine de mercato qui va se terminer, si les indésirables ne sont pas toujours partis, il y a également d'autres alternatives. Il y a le marché turc jusqu'à la mi-septembre et il y a le marché aussi saoudien. Donc à eux également de voir leurs ambitions, parce que n'oublions pas que tous les joueurs que je viens de citer, ce sont des internationaux, internationaux anglais, argentins ou danois. Donc va falloir véritablement qu'ils réfléchissent à quelques mois d'une Coupe du Monde pour voir s'ils trouvent donc des clubs compétitifs par rapport à leur ambition. Salut Yas, tu vas bien, c'est Steven. Salut, ça va? Ah, je sais pas si tu m'entends. Il t'entend. Vas-y. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, ok, super. Alors, moi j'avais 2 points. Effectivement, donc Ojloun, voilà, on sent que voilà, il y a peut-être un départ. Si c'est le cas, quelle serait la doublure de Sesco? Parce que voilà, on sait qu'il y a quand même Mbeumo et Cunha, mais en tout cas dans le schéma, je pense qu'il jouerait plutôt plus bas. Mais quelle serait sa doublure? Est-ce que ce serait plutôt Bichido qui serait projeté en tant que doublure, ou peut-être une autre? Et la deuxième question, c'est concernant les gardiens, parce que j'ai aussi vu l'info passer comme quoi peut-être, alors même si c'est pas une priorité, mais peut-être que Manchester garderait en tout cas ces 3 gardiens, mais qu'il n'y aurait pas peut-être une hiérarchie vraiment bien définie. Donc là, j'ai l'impression que s'il n'y a pas de recrutement, que c'est un peu flou, en tout cas cette histoire de gardien, en tout cas qui serait titulaire. Je sais pas si toi tu as un point de vue ou des infos là-dessus. La question du gardien en fait est très intéressante parce qu'en fait Manchester United souhaite à tout prix, enfin Ruben Amorim souhaite à tout prix un nouveau gardien de but, mais déjà il faut s'occuper du cas Onana. Parce que le cas Onana, c'est un gros salaire, ça a entre 8 et 9 millions d'euros annuels. Et puis, surtout, c'est un cas particulier, c'est un certain ego. Donc, André Onana, c'est numéro 1. C'est pas numéro 2, parce qu'avec son ego, il accepterait mal d'être numéro 2. Il pourrait même mettre à mal une dynamique de groupe, une dynamique de vestiaire que Ruben Amorim a installée durant cette pré-saison américaine. Donc, en fait, il faut trouver une porte de sortie. Mais vu que son salaire est monstrueux, l'AS Monaco s'était renseigné au tout début de mercato. Mais quand ils ont vu qu'Onana souhaite à tout prix garder son salaire à United ou à minima être aux alentours de 6-7 millions d'euros, Monaco a fait tout simplement demi-tour. Et puis pour l'instant, le marché saoudien et le marché turc n'est pas intéressé au cas Onana. Par exemple, Galatasaray est très proche d'un accord avec Ederson, l'autre gardien de Manchester de la Rive Bleue. Donc si Onana n'a pas de porte de sortie, malheureusement, il n'y aura pas de nouveau gardien à Manchester United. Ça va vraiment être un jeu de chaises musicales qu'on va devoir suivre dans les jours et dans les semaines à venir. Et concernant l'alternative donc de Benjamin Sesko au poste de numéro 9, dans l'esprit en fait de Ruben Amorim, c'est clair. Il y a Brian Mbeumo qui peut jouer quand il sera véritablement à 100% à ce poste un peu de faux numéro 9, accompagné derrière lui par Cunha, par Amad Diallo, par Mason Mount ou encore par Bruno Fernandes, voire Kobe Mainoo. C'est l'idée. Voire même Joshua Zirkzee aussi qui peut jouer dans ce poste de 9,5 derrière l'attaquant. Donc le choix numéro 1, c'est donc Mbeumo comme véritable alternative de Benjamin Sesko. Et puis Ruben Amorim fait confiance aussi au petit Chido Obi Martin, l'international espoir danois, qui a participé en plus à la pré-saison américaine, celui qui est venu au mois de janvier l'été dernier, et ensuite qui a été confirmé au mois de janvier dans l'effectif professionnel d'Arsenal.
véritable sensation dans les équipes de jeunes d'Arsenal. Donc Ruben Amorim fait énormément confiance à Chido Obi Martin, donc il aura du temps de jeu. Et puis, comme je l'ai dit en début d'intervention, avoir énormément de solutions n'est pas à l'ordre du jour, étant donné qu'il y a un seul match par semaine qui se déroulera tout au long de la saison. En fait, Manchester United aura uniquement un calendrier surchargé pendant la traditionnelle période du mois de décembre, de Boxing Day, où là, les matchs vont se succéder tous les 3-4 jours. Mais en dehors de cela, Manchester va vraiment jouer un match par semaine. Donc, il n'y a pas, on va dire, de volonté de surcharger les postes. Ruben Amorim veut vraiment partir avec un groupe de 16-18 joueurs maximum, avec quand même aussi un petit matelas de joueurs de l'académie comme Chido Obi Martin, Sekou Koné ou encore Mantato ou Frederickson, qui sont des pépites de l'académie depuis plusieurs saisons. Très bien, merci Yacine, toujours aussi complet sur Manchester United. On aura l'occasion de te réinviter, de te réécouter pour les prochaines émissions du Bisport. Tu nous tiens au courant aussi par rapport à la billetterie de la CAN, hein, parce que vraiment là... Voilà, ça nous tient à cœur. Je sais que tu as le bras long au Maroc. Je donc, les gars, et je t'enverrai un message. Vas-y, ça marche. Merci Yacine en tout cas. Et passe une bonne fin de soirée. Ciao. Salut Alex. Salut Yacine. Merci les amis, bonne émission. À la prochaine. Merci. Yes. Et on va conclure cette longue première. Là, on a fait 2 heures d'émission, les gars. Voilà, ça a été une émission très complète. Merci de nous avoir écoutés. Bien évidemment, l'intégrale sur YouTube en vidéo si vous voulez voir nos têtes. Sinon, c'est sur Spotify et Deezer. Et puis, si vous voulez voir les extraits où c'est chaud, et ça a été chaud ce soir, voilà, vous pouvez trouver ça sur Instagram et sur TikTok en tapant le Bisport. Merci les gars. Il n'y a pas de souci. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut à tous. Salut à tous, bonne soirée.